à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Contre-Attaque après avoir passé le mois de janvier. L'émission du mois de janvier a parlé de cyclocross. On va se poser une nouvelle question. Faut-il vraiment aller courir à l'autre bout du monde? Alors effectivement, on va pas répondre simplement par oui ou par non, ce serait un petit peu trop simple. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous présenter les deux chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ça, de spécialistes, j'ose le dire, de ces questions-là. Dans un premier temps, je vais vous présenter celui que vous connaissez maintenant de plus en plus par la voix, que vous avez découvert par l'écrit l'année dernière. C'est Matt. Salut Matt, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va très très bien. Content de pouvoir faire le tour du monde aujourd'hui, même si on préférait que ce soit en vacances. Mais on Oui. est heureux. Eh ben, Vivement l'été. eh ben, tant mieux. Ouais, voilà. Vivement l'été, en tout cas, effectivement. Où l'été, on va aller dans des régions où c'est l'été aujourd'hui, mais effectivement, c'est pas pour les vacances, c'est pour parler vélo, mais pas que. Et l'autre spécialiste qui nous accompagnera aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu dans pas mal d'émissions. Certains l'ont même reconnu par la voix. C'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut Adrien, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de parler de cette thématique qui me tient particulièrement à cœur et ça fait plaisir d'avoir un format où on peut parler des côtés extra de la course par rapport au cyclisme et au cyclisme moderne. Et c'est bien d'avoir cette émission contre-attaque, donc je suis ravi de participer. Bah oui, effectivement, c'était le but aussi en créant cette nouvelle émission pour cette année 2025, de pouvoir prendre un petit peu de recul sur les courses qu'on a l'habitude de voir au calendrier d'année en année. On les enchaîne et c'est vrai que des fois on se pose pas forcément de questions, on est happé par ce qui se passe en course et qui va courir et tout ça. Et voilà, sur pas mal de sujets, on va essayer de cogiter un petit peu déjà entre nous et puis de faire réfléchir un petit peu tout le monde, de faire fonctionner les neurones. Donc, ce titre est de l'émission Faut-il vraiment courir à l'autre bout du monde ? Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour faire une petite intro, une petite présentation, on sait quand même que l'Europe c'est le continent historique, le continent roi du cyclisme. Il y a à peu près les trois quarts des courses professionnelles qui ont lieu en Europe, tous les monuments, tous les grands tours, quasiment toutes les classiques. Mais à partir des années 80, on a vu des coureurs arriver de pays outre-Atlantique ou même beaucoup plus loin. Je pense à Greg LeMond, à Herrera, à Phil Anderson, premier Australien maillot jaune du Tour, également au Canadien Bauer. Et puis après, dans les années 90, 2000, on a eu de plus en plus de coureurs capables de gagner des courses un petit peu sur tous les terrains, avec la présence plus importante dans les pelotons de Colombiens, d'Australiens, d'Américains, et ils sont allés même jusqu'à gagner les plus grandes courses du monde. Donc on va faire aujourd'hui un petit peu le tour du monde, de certaines régions qui accueillent des courses de cyclisme professionnel pour parler un petit peu de ces courses-là et de ce qu'elles nous inspirent, de ce qu'elles veulent dire aussi du cyclisme et du monde actuel. Pourquoi est-ce qu'elles ont lieu en ce moment ou pas, d'ailleurs, sur la planète vélo. Avant de commencer, du coup, messieurs, je voulais vous demander un petit peu, vous, d'une manière un peu générale, qu'est-ce que vous inspire cette émission et ce titre ? Est-ce qu'il faut aller courir au bout du monde ? Bien, d'abord, premièrement, pour rectifier déjà le premier point, tu l'as dit, je voudrais encore aller un peu plus loin dans ce que tu as dit par rapport à l'Europe, le continent roi du cyclisme. C'est même pas l'Europe, c'est certains pays d'Europe occidentale. Si on résume, parce qu'il y a des pays en Europe très importants dans lesquels le vélo n'est absolument pas un sport important et il n'y a pas des courses très importantes non plus. Si on fait un résumé grossier, hein, pour nos amis fans d'histoire, en gros, c'est les restes, là où le vélo est important historiquement et où il y a les courses les plus importantes.
C'est toute la partie, l'ancienne France de Napoléon, on va dire, du Premier Empire, où on a le Benelux, très important, la France évidemment, hein, pays de base, l'Italie, et notamment le nord de l'Italie avec les classiques, et en partie l'Espagne. Donc c'est uniquement ces pays-là où historiquement, c'est là qu'il y a les trois grands tours, c'est là qu'il y a les monuments. Tu disais, oui, les monuments, en fait, les cinq monuments, c'est même pas en Europe, c'est dans trois pays, hein. Mm. Il y a Exact. des monuments, c'est uniquement sur trois pays. Donc l'Italie en a deux, la Belgique en a deux et la France en a un. Et après, si on prend d'autres courses assez importantes ou historiques du calendrier, c'est vraiment des pays autour. Donc c'est même pas la question de l'Europe, puisque dans toute une partie de l'Europe, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, et jusqu'à avant un moment, ouais, même l'Europe des Balkans, qui sont comme des régions importantes de ce qu'on considère aujourd'hui comme l'espace européen, et on en parlera avec également. Donc c'est vraiment typé sur l'Europe de l'Ouest pour une seule raison importante, c'est que une grande différence aussi par rapport à l'Allemagne, c'est le développement des routes historiques et des petites routes. Il faut savoir que des pays comme un pays comme la France est historiquement le pays au monde, avec l'Italie du Nord justement, sont les régions dans lesquelles le réseau de routes et de petites routes est le plus dense. C'est-à-dire que les grandes autoroutes ont été inventées par les Allemands, mais les réseaux des routes secondaires et des routes tertiaires sur lesquelles on peut rouler, hein, qui sont carrossables, qui ne sont pas au milieu de champs et c'est des routes en terre, mais qui sont entretenus. La France historiquement est un pays précurseur et là-dedans où il y avait un réseau de routes absolument extraordinaire. Ce qui, on le verra, on en parlera justement dans cette émission, c'est un des premiers trucs dont on parlera, c'est que pour faire des courses de vélo, eh ben, il faut des routes, il faut des endroits pour passer et qui soient ni des routes en terre, à ce moment-là on a dit ben, c'est du cyclocross ou, voilà, ou d'autres types de courses, du VTT, et il faut également, pas que ce soit des autoroutes, parce que ben, si c'est des autoroutes, il faut fermer des autoroutes, et puis c'est compliqué, puis c'est pas très intéressant au niveau de la route, parce que la route est très très large, et il y a beaucoup de prises au vent, enfin voilà, on en parlera, donc il faut ce réseau de routes secondaires et de routes tertiaires dont la plupart des pays dans le monde, historiquement, jusqu'à il y a, on en parlera pour certains pays parce que ça a changé, mais historiquement, ils ne l'ont pas. Et je pense que c'est une thématique sur laquelle on reviendra parce que c'est le premier prérequis pour faire des courses de vélo. Et il faut le substrat, il faut les routes. Effectivement, il faut des routes pour faire du cyclisme sur route. Matt, Tu viens de rappeler la base. Tu viens oui, de non rappeler mais la base avant que t'as Mathieu puisse. entièrement raison. T'as entièrement raison parce que c'est au final très 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 important. Matt, que t'inspire cette émission? Moi, elle m'inspire le côté de l'internationalisation d'un sport qui s'est ouvert au monde depuis le tout début des années 80 et aussi la dualité finalement entre un monde européen occidental qui voudrait un peu garder le monopole des grandes courses, qui a du mal à accepter l'ouverture aux autres continents, et puis de l'autre côté, la poussée des petits, entre guillemets, des anciennes petites nations qui aujourd'hui proposent des courses de premier rang, ou alors qui ont su nous fournir des immenses champions, notamment, Nico, tu parlais de l'Europe centrale qui n'a pas forcément des grandes courses, mais qui a su au cours des années nous fournir des immenses champions, Oui, dont oui, un oui, oui, oui. actuellement qui règne un peu sur la planète, On car a la fait notre top Slovénie, hein, 25. c'est l'Europe centrale, hein, donc faut le Mathieu, on rappeler. a fait notre top 25 des coureurs de l'Europe Et ouais, centrale et des Balkans, il y en avait des tonnes, hein. il y en avait Mm. des tonnes, et moi ça m'inspire ça aussi. Ça, cette internationalisation aussi, elle se met en duel aussi avec le côté évidemment géopolitique, mais aussi surtout l'écologie et l'environnement, hein, grande thématique qui est un peu en rapport finalement avec l'internationalisation de ce sport, hein, parce que au final ce sport s'est ouvert à partir des années 80-90, et puis les premières questions environnementales, elles sont vraiment apparues dans les années 70, en 72, hein, à Stockholm, et puis à partir de 92, le premier sommet de la Terre. Donc c'est aussi beaucoup de questions qui se posent sur les déplacements, sur l'argent que ça coûte. Est-ce que l'image c'est autant important que le développement? Est-ce que protéger la planète c'est une priorité face à la compétition? Moi, ça m'inspire un peu toute cette dualité, toute cette ambivalence de questions.
Bah, de toute façon, c'est des questions qu'on pourra se poser au fur et à mesure de l'émission, effectivement, en fonction des courses et des régions dont on va parler. Et bah, je vous propose du coup de commencer par un premier voyage et de commencer à l'autre bout de la Terre par rapport à nous en France et en Suisse, puisque tu es là, Nico. On va aller en Australie et l'Australie, on le sait maintenant hein, depuis quelques années, c'est devenu le traditionnel endroit pour commencer la saison cycliste et ce depuis même 99. Alors c'est l'année de création du Tour Down Under, qui est la course la plus réputée qui se déroule pendant une petite semaine sur les routes du sud de l'Australie autour d'Adélaïde. Et cette course a vraiment pris un élan en 2008. Elle a été intégrée au World Tour. Alors ça s'appelait le Pro Tour à l'époque et c'était la première course non européenne à faire partie du top niveau mondial de course. Et ça a permis d'attirer les plus grosses équipes qui aussi à un moment étaient obligées d'y participer. Et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, mais vous savez peut-être si ou alors parce que je sais qu'il y a certaines courses World Tour on n'est plus obligé, mais d'autres on est obligé, donc voilà. Alors, il y a certaines équipes World Tour qui peuvent toujours refuser d'y Ouais, participer. Elle a toujours ce statut-là, comme le Tour de Guangxi. ouais, c'est ça. Ouais, il me semblait qu'il y avait un petit En fait, statut il y a part. trois catégories dans les courses World Tour. Il y a le A, B, C. Donc le Down Under fait partie de la classe C. Donc un peu comme par exemple la classique d'Hambourg et Schwab Francfort. Ouais, c'est-à-dire que c'est facultatif, quoi. Euh, cette course, c'est vrai moi je sais qu'en tant qu'amateur de vélo et de cyclisme sur route, je la regarde, mais aussi je pense que je la regarde parce qu'elle est au début de la saison et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de course sur route et qu'on a un peu les crocs et on est prêt à regarder du vélo sur route. Ça a trouvé sa place dans le calendrier pour être visible, c'est la toute première. Et pour moi, ça a vraiment aussi amené autre chose, amené des questions aussi par rapport au transport, d'emmener toute une équipe, tout un staff, les vélos, le matériel à l'autre bout du monde pour la majorité des équipes qui sont européennes et qui vont faire l'aller-retour en Australie en une dizaine de jours. Donc voilà, ça amène aussi toutes ces questions-là, je trouve, cette course en Australie et ce début de saison. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier pour réagir au Tour Down Under et puis à toutes les courses qui se sont greffées autour, parce que maintenant il y a des courses pendant un petit peu plus longtemps là-bas. L'Australie, c'est devenu une place forte de toute manière du cyclisme, hein. La nation, elle est 6 ou 7e au classement UCI et c'est limite une normalité que une course de niveau World Tour se passe là-bas. Je pense que le spot aussi, pourquoi c'est en janvier, faut rappeler que l'Australie, c'est dans l'hémisphère sud. Et donc que C'est nous, juillet là-bas. Ouais, c'est ça, Mm. voilà. Donc chez eux, c'est l'été à ce moment-là, donc c'est toujours très agréable pour les coureurs de reprendre la saison au soleil. En général, il fait toujours très beau. Évidemment, au niveau du visionnage, comme une grande majorité encore du public reste européen, c'est difficile parce qu'il y a un grand décalage horaire, hein. Souvent, les courses, c'est de 1-2 heures du matin à 6-7 heures, donc c'est très compliqué pour suivre la course. Mais ça va en fait, ça va avec le développement aussi des équipes, hein. L'équipe australienne qui s'est fondée en 2011-2012, Orica Green Edge, est devenue une place forte du cyclisme international. Les coureurs australiens, même si ces dernières années, je trouve, il y a une perte de vitesse, font quand même rayonner le sport australien. Et c'est, entre guillemets, l'Australie, pourquoi aussi ça se passe bien? Il faut faire un petit côté historique, c'est que l'Australie a encore des liens très forts avec la Grande-Bretagne, hein. C'est un pays qui, dans sa culture, est très occidental. Quand on Un parle, Commonwealth. voilà, tout à fait, c'est un peu comme le Canada, comme l'Afrique du Sud, hein. Il y a une élite qui est très occidentale là-bas et qui fait aussi que ça fonctionne aussi bien, et une culture très occidentale.
C'est pour ça aussi que l'adaptation, elle a été facile à partir de 2008, directement l'intégration dans le World Tour. Après oui, niveau écologique, ça peut poser des questions parce que c'est à l'autre bout du monde. Mais pourquoi ça pose des questions? Parce que, encore une fois, le cyclisme, il est très européano-centré. Et donc forcément, tout ce qui part d'Europe, pour nous, est éloigné, alors que pour les Australiens, ça semble tout à fait normal. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont eu l'obtention des championnats du monde à Wollongong. Ça prouve qu'ils sont définitivement bien installés. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Nico, de l'Australie, mais pour moi, c'est une normalité. C'est vraiment le pays qui est numéro un sur la liste hors Europe pour avoir des courses sur le tour. Alors oui, il y a ça, et en même temps, il y a tout ce que tu dis qui est très vrai, c'est-à-dire qu'ils ont pris à l'époque des O'Grady, des McEwen, des Rogers, ce tournant-là, faut pas oublier la place forte qui a été le cyclisme australien au début des années 2000. Donc ils ont vraiment pris ce détour-là. Et il y a un autre parallèle, enfin, il y a une dichotomie en Australie, c'est que faut pas oublier que niveau empreinte écologique, l'Australie, c'est au niveau catastrophique, on en parlera, hein. Il y a des pays qui sont très bien, il y a des pays qui sont catastrophiques. C'est un pays qui a un niveau catastrophique au niveau États-Unis. C'est-à-dire que on investit énormément pour les routes et pour l'aviation, mais pour les routes, pour les voitures. J'ai une petite stat pour vous qui est tombée là début de l'année 2025. C'est une stat qui vient d'un média spécialisé. Chaque année, l'Australie, donc le gouvernement australien, voilà, les instances australiennes, consacrent en moyenne par habitant l'équivalent de 700 euros par habitant pour les routes, pour tout ce qui est la voiture, la moto, les camions, etc. Et ils dépensent par personne, hein. Donc, ils dépensent pour tout ce qui est la mobilité douce, donc ce qui nous intéresse, hein, le développement du vélo, de la marche à pied et de ce genre de choses, donc de mobilité écologique. Ils dépensent 1 euro par habitant par année. Ah, c'est pas mal. Par rapport à Le ratio Histoire de est pas dire, mal. ils en ont rien Ouais, à ouais. taper. C'est-à-dire que on est dans une autre part du Far West occidental. C'est-à-dire qu'on a énormément de territoire. On l'a appris à des populations indigènes qui n'étaient pas là. On en reparlera quand on parlera d'un autre continent. On se réjouit d'en parler dans la suite de cette émission. Mais ils ont aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'influence anglaise, l'école de la piste, l'école du VTT. Il ne faut pas oublier que c'est un grand pays de VTT et d'activités, ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot, un anglicisme, mais des activités outdoor, donc tous les sports extérieurs. Les Australiens sont très forts là-dedans, ça fait partie de leur image un peu touriste, etc. Il faut rappeler que c'est un pays, avant tout, un pays minier, un pays qui a subi d'énormes feux, un pays qui galère à sauver sa grande barrière de corail, et donc qui a vraiment une ambivalence entre l'image qu'ils aimeraient renvoyer, c'est-à-dire l'Australien sympa qui fait du surf, du vélo, du VTT, un peu en hiver on peut aller skier sur la Gold Coast, c'est super, et la réalité d'un pays qui est encore au niveau écologique extrêmement en retard, alors que c'est une puissance majeure de l'espace Indo-Pacifique, quoi. Il n'y a pas une année d'ailleurs où ça avait été annulé à cause des feux, Mais oui, hein? mais non, mais Ouais. tu vois, C'est bien il y a, ça, il y a- hein? Ouais. il y a un énorme. Je veux dire, là-bas, il faut bien se rendre compte. Je veux dire, vous êtes conducteur d'un truck australien. Vous savez, les triples ou les doubles trucks énormes qui traversent de la côte est à de la côte ouest. Où il faut rappeler que l'Australie, c'est également le pays, peut-être ça peut intéresser les gens. L'Australie, c'est le pays dans le monde où il y a la plus grande ligne droite au monde. C'est-à-dire la route sans aucun angle. Vivement C'est-à-dire une qu'il n'y a pas étape là-bas, vivement une un étape petit. là-bas. Un C'est-à-dire, chrono en ligne. c'est une route, c'est en gros, tu peux faire un contre-la-montre de 30 km où il n'y a pas un virage. Mais c'est même pas un virage genre de 1 ou 2 degrés, c'est-à-dire que c'est une règle, le truc. Donc il y a des camions qui font, où il y a des routes où il n'y a personne. C'est-à-dire que quand ils sont lancés, et le poids, l'inertie de poids de ces camions de livraison de marchandises, d'objets, de fournitures, etc., ils sont lancés. Pour vous donner une idée, certains de ces camions, pas tous, hein, mais certains de ces camions ont besoin de 3 km pour s'arrêter. Donc autant dire que si le kangourou il traverse la route, bon bah c'est un smash, hein. Et on a des cadavres le long de ces routes-là, direction la côte ouest ou comme ça. On a des cadavres de kangourous tout le long qui se font bouffer par les dingos, les fourmis, les machins, les trucs comme ça. Parce que bon, l'Australie est un pays où toutes les créatures globalement veulent ta mort. Bon, ça c'est autre chose. Mais et donc, il faut bien rappeler cette ambivalence entre l'image de certains centres urbains et centres touristiques australiens et
la réalité de ce que c'est encore l'Australie au niveau de l'écologie et qui est un des pays, par rapport à son niveau de développement, qui est un des pays les plus en retard dans le monde et au niveau des pires provinces minières du Canada et des États-Unis. C'est clair. Moi, j'ai même un petit bémol à ajouter sur, en fait, sur l'épreuve qu'on connaît bien, Santos Tour Down Under, c'est que pour moi, ce qui est important pour un pays quand il organise des courses, c'est de favoriser les petites équipes et forcément le développement de ces jeunes pousses. Je trouve que bah, les Australiens, en fait, souvent, on les voit pas. Bon, évidemment, il y a la Jayco, mais souvent, je vais m'appuyer sur une interview de Ben O'Connor, parce que Ben O'Connor, il revient de très très loin, hein. Faut pas oublier, il a eu un début de carrière qui était un peu compliqué, rejeté de la Jayco, ça s'est mal passé à la Dimension Data, et puis finalement il arrive à rebondir à la NTT, et au final c'est la question qui se pose chez les coureurs australiens, est-ce que avoir des courses dans son propre pays, on peut même y ajouter la Nouvelle-Zélande, est-ce que les courses dans ces pays-là arrivent à favoriser le développement de nouveaux coureurs? Quand je prends les meilleurs coureurs actuels, il n'y en a pas beaucoup qui ont rayonné au final grâce à des courses sur leur pays. Si je prends la Nouvelle-Zélande, Lawrence Pitty et Finn Fisher-Black, c'est absolument pas sur le Down Under qu'on les a vus briller, ni dans des formations Mm. australiennes. Il y a que Donc trois ça, exemples, Mathieu, qui sont là-dedans, on va dire. Il y a l'exemple Rohan Dennis, qui ouais. avait quand même gagné en 2015 et qui avait commencé à se démontrer, se prouver sur les courses par étapes là-dessus. Il y a Jay McCarthy et il y a Jay Vine. Ah, tu vois, mais ça fait pas beaucoup parce que tu vois, si on prend Ah non, bah les non. Michael Matthews, bon, Michael Matthews c'est particulier parce que moi j'ai surtout l'image de la Sunweb, pour moi c'est son prime à ce moment-là. Et Jay Hindley, à aucun moment il a été affilié, ni de près ou de loin, véritablement avec une équipe australienne, puisqu'il s'était fait jeter, si je dis pas de bêtises, par la Mitch Scott à l'époque. Caden Groves, Michael Storer, Simon Clark. Caleb Ewan, bah, la gestion a été clownesque cet hiver. Donc je trouve il y a un écart comme tu l'as très bien dit, entre l'image que voudrait donner l'Australie et la Mhm. réalité. Elle voudrait se donner une image un peu Nemo, corail, tout se passe bien, mais ouais, bon, c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi beaucoup de coureurs australiens qui vont tenter très jeunes leur chance en Europe et qui vont aller dans des équipes Mhm. amateurs françaises parce que bah, le niveau de compétitivité est beaucoup plus important. C'est là où tu apprends à rouler dans un peloton, à frotter, tu te mets à taquet tous les week-ends et puis tu as des courses partout. Et je pense que ça aussi, c'est difficile dans un pays qui est assez isolé comme l'Australie parce que sinon, si tu vas aller dans d'autres pays, faut prendre l'avion pour faire d'autres courses. Et si t'as pas forcément les moyens, et ben vaut mieux venir tenter ta chance en Europe pendant 1, 2, 3 ans. Et il y en a énormément qui arrivent dans les équipes françaises comme ça. Donc c'est peut-être aussi par ce biais-là que finalement ces coureurs-là échappent au radar bah, pour l'instant de la seule équipe australienne de plus haut niveau. Et puis petite précision, tu as cité 2 coureurs néo-zélandais du coup, Matt. Euh, Ouais, mais j'ai ajouté la mais Nouvelle-Zélande on peut les avec. mettre, voilà, Pitty et Fisher Black, on peut les Il n'y a mettre pas de course, hein, d'ailleurs. dans le même panier parce que oui, effectivement, il y a encore moins de courses en Nouvelle-Zélande. Mais c'est Il y Ouais. a pas de... c'est Alors, là qu'il y a un c'est simple. problème qui C'est s'ouvre, c'est simple. sur le développement des courses espoirs et juniors, du coup. Parce Ouais. que tu es l'Australie, tu es une des plus grandes nations du vélo mondial. Il faut augmenter aussi le niveau de course chez les juniors et les espoirs. Par exemple, si on prend l'exemple du circuit junior qui a été formé et mis en place depuis 10 ans par l'Espagne, bah voilà ce qu'ils sont en train de nous sortir, des Carlos Rodriguez, des Juan Ayuso, Et des Javier Pablo Romo. Torres. Là, il y a le petit Hector Alvarez qui va arriver incessamment sous peu, qui est dans la Lidl Trek Next Gen. Javier Donc Romo. c'est Javier Romo, Ivan Romeo, Pablo Castrillo, enfin c'est ça Mm. aussi. L'Australie doit renouveler en mettant en place aussi des circuits espoirs et juniors. Et il n'y a pas que le World Tour. Surtout qu'en plus, elle a perdu une course, hein, chez les garçons, parce que il y a le Down Under, mais il y a encore quelques années, il y avait le Herald Sun Tour en plus, qui Ouais. faisait, qui faisait vraiment un gros gros Mm. triptyque.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, les coureurs, ils viennent faire leur critérium traditionnel, le Down Under, et puis la Cadel Evans grid Et aussi c'est à chaque terminé. fois, Ice Truc, et voilà. Donc au Et final, il y en a fait, la il n'y a pas surf tellement de course, et la rayonnement. surf course Oui, classique, mais c'est tout, oui, quoi. qui s'est Ouais, il n'y a incrusté au pas tellement de milieu. rayonnement au final. Parce qu'au final, en comptable, ça fait même pas 10 jours de course. Ouais. Et Adrien, est-ce qu'on passe à la région suivante? c'est ce que j'allais proposer. Donc très bonne Prenons transition. l'avion. Nous allons donc prendre l'avion pour quitter l'Australie parce que en bateau l'émission serait beaucoup trop longue. Et puis on va atterrir au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, alors il y a beaucoup de choses à en dire du Moyen-Orient et des courses de vélo là-bas. Et puis on va faire un petit retour en arrière pour arriver en 2002 parce que 2002 c'est la date de création du Tour du Qatar par ASO. Alors le Tour du Qatar qui n'existe plus, la dernière édition a eu lieu en 2016, l'année même où le Qatar a accueilli les championnats du monde de cyclisme à Doha. Mais dans la région, il y a aussi après eu beaucoup d'autres créations de courses, notamment le Tour d'Oman en 2010, également ASO qui organise. On a eu des courses, on a toujours d'ailleurs des courses à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, et puis l'UAE Tour en 2019 qui lui a vu sa naissance un petit peu plus tard. Je crois que c'est RCS, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est RCS qui organise l'UAE Tour, hein, la même société qui Qui avait organise racheté la licence du Tour d'Abu Dhabi, ouais. ouais, le Giro. Et voilà, la particularité des courses au Moyen-Orient, c'est qu'on est sur des épreuves sur une terre où le cyclisme n'existe pas, clairement, il n'y a pas de coureurs locaux de haut niveau. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres courses et c'est une des particularités de cette région et c'est aussi clairement le fait de organiser des courses de cyclisme comme moyen de communication pour montrer un petit peu que le pays est beau et qu'on veut faire les choses bien. Donc je vais vous laisser la parole, messieurs, parce que je pense que vous avez pas mal de choses à dire sur cette région. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais prendre le lead et puis Mathieu pourra compléter. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut savoir que le cyclisme dans les pays du Golfe, c'est fait partie mais c'est vraiment pas une priorité, hein, mais ça fait partie d'un des nombreux investissements depuis les années 90 et, et surtout depuis les années 2000. Tu avais parlé de cette date de 2002, où on a vu arriver cette stratégie de développement de ces pays. Donc on parle de 5 pays, hein, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn et un peu l'Oman. Je laisse le Yémen de côté parce qu'il y a des problèmes internes, mais c'est une autre problématique. Mais un peu l'Oman à la marge, mais surtout ces pays-là. Et ces monarchies du Golfe, elles ont une stratégie très claire, c'est de nettoyer leur image, qui est très mauvaise à l'international pour plein de raisons, justifiée ou non, voilà, c'est pas la question, mais nettoyer leur image par le sport. On a vu avec la Formule 1. On a vu là récemment avec le football, hein, tout le monde a parlé des Cristiano Ronaldo qui va jouer en Arabie Saoudite, etc. etc. Donc le football, la Formule 1, bien entendu. La Formule 1 qui se justifie, on va dire en partie, parce que ben, voilà, des grandes puissances pétrolières, donc, etc. Et parmi tous ces investissements, donc il y a ça, il y a également le vélo, puisque le vélo a quand même, les équipes professionnelles et le circuit Pro Tour a quand même cette particularité et avait dans les années 2010 cette particularité d'avoir des équipes au niveau du budget, c'était la galère, hein. Donc on avait un nombre d'équipes, vous vous en souvenez certainement, Adrien, Mathieu, où on cherchait dans les pays traditionnels où il y avait des équipes, hein, l'Italie, la France, l'Allemagne, d'autres grandes équipes, où on galérait à avoir du budget et à pouvoir terminer, à boucler les budgets. Et donc, ces pays-là, chaque fois qu'il y a des disciplines, notamment sportives, qui ont une bonne image et qui peuvent, ou une image en tout cas qui peut être valorisée, et il y a il y a un trou pour mettre de la thune, ils vont le faire. Par exemple, ils le font avec énormément de sport. Le problème, c'est qu'au niveau du développement du cyclisme en tant que discipline, et Mathieu pourra revenir là-dessus, c'est que c'est mort.
C'est mort pour une simple raison, et une simple raison, on va commencer par une raison tout à fait climatique et géographique. Pendant 6 à 7 mois par an, tu ne peux pas faire du vélo dehors la journée parce qu'il fait 50. Déjà, ça, voilà, donc les gens vivent soit à l'intérieur, soit ils vivent la nuit. Alors effectivement, quand il y a les courses, c'est pas un hasard, hein, pourquoi est-ce qu'on organise les courses là-bas en février, janvier, mars ou ce genre de date. C'est parce que c'est les moments de l'année où, comme on est dans l'hémisphère nord quand même, c'est un peu plus gérable. Il fait chaud, hein, on va pas se mentir, il fait quand même chaud, mais c'est 25-30 degrés, c'est gérable. Mais c'est des putains de déserts en fait. Et donc du coup, quand c'est la période estivale, avril jusqu'à septembre-octobre, tu ne peux pas faire de vélo dehors. Tu peux en faire, mais alors faut être. Enfin, ça doit être dans des trucs fermés, voilà, où c'est. Si tu vas à l'extérieur, tu es dans un désert et tu crames. Donc tu peux aller le faire tôt le matin. Il fait encore un peu frais, enfin frais. Relatif, hein, mais disons que c'est jouable, mais je veux dire, entre 10 h du matin et 18 h le soir, ça sert à rien d'être dehors parce que tu meurs. Et donc c'est un problème pour le développement de ce sport qui est quand même un sport quand même basé sur l'extérieur. Et puis alors pour organiser des courses, voilà. Donc je, je me demande comment ils vont vouloir développer un sport d'extérieur dans un pays où la plupart des activités, et pour les gens qui ont été là-bas peuvent sachent, à part si c'est des activités liées à la mer et à l'océan, où la plupart des activités se font en intérieur, parce que l'intérieur est climatisé. Ce qui est quand même bien pratique dans un pays où tu crames une des régions les plus arides et les plus chaudes de la planète. Je rappelle que c'est quand même dans une des régions dans lesquelles il y a les records, ça fait partie des potentielles régions où il y a les records de chaleur sur la planète Terre. Donc voilà, je terminerai par ça et Mathieu, je te laisserai compléter sur d'autres points. Ouais, bah déjà, on peut revenir sur la. En fait, c'est quoi le fondement de la stratégie de ces pays-là? C'est une stratégie d'impérialisme. Alors, l'impérialisme, c'est quoi? C'est une volonté de dominer par tous les moyens, qu'ils soient financiers ou autres, quand on parle de géopolitique. Mais là, dans le monde du sport, la stratégie des pays du Golfe, pour rester vraiment dans le Moyen-Orient, on fait bien distinction avec le Proche-Orient qui a une situation tout autre. C'est vraiment dominer, mais surtout faire des revenus. Et c'est là que je trouve c'est particulier le cas du cyclisme pour les pays du Golfe, parce que autant cette déferlante en fait des pays du Golfe dans le monde du sport, on l'a vu arriver courant des années 2000. Si je prends le Mhm. foot que je connais bien, ça a commencé en 2007-2008 avec le Cheikh Mansour, donc Émirats Arabes Unis, avec Manchester City. On sait ce qui est devenu le club aujourd'hui, puis le Qatar avec le Paris Saint-Germain. Mais il y avait eu d'autres clubs, hein, Malaga, bref, d'autres choses comme ça. Il y a aussi l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver, qui fait beaucoup parler, en Arabie Saoudite, hein, si je ne dis pas de bêtises, où ils étaient candidats, je ne sais pas trop quoi, avec Les Jeux Les asiatiques. Jeux Ils asiatiques organisent les Jeux d'hiver. asiatiques Ouais. d'hiver. les Jeux asiatiques d'hiver, voilà, qui ont fait beaucoup parler, évidemment. La Coupe du Monde au Qatar, elle a fait énormément parler parce que il y a autre chose. Bon, moi, je vais donner mon avis personnel. Je trouve que c'est de l'hypocrisie européenne, mais on parle beaucoup, notamment de la question des droits de l'homme, Mhm. avec un grand H. C'est pour ça qu'ils essaient de Et nettoyer leur image, hein. tout à fait, et des libertés. Ce qui est un peu particulier quand c'est un jugement européen, quand on sait ce que l'Europe draine depuis des années et des années derrière elle. Euh, Au niveau écologique, c'est vrai que ces pays-là ne sont pas non plus les champions du monde de. C'est les pires empreintes par personne, par habitant Et- c'est vrai, sur le monde, tout hein. à Donc fait, tout à fait. Alors c'est après le top aussi, 1. tout à fait. Alors aussi, pareil, il faut comprendre aussi pourquoi aussi ces pays abusent écologiquement. C'est que ce sont des pays qui sont maintenant pas complètement développés, hein. C'est ce qu'on appelle des pays émergents. Quand même, hein, ils sont pas non plus à un niveau de développement quasi européen, américain ou chinois par exemple. Même la Chine est considérée comme un pays émergent encore. Donc c'est des Lol. pays qui concrètement se développent. Et clairement, ils veulent rattraper les Européens, donc ils s'en foutent. Là où et puis ils n'hésitent pas à mettre de l'argent, hein, notamment en ayant la meilleure équipe du monde Ah là, actuellement, de très très loin en plus, hein. avec le meilleur coureur du monde et puis un effectif de dingue. J'ai vu quelque chose passer hein, hier. J'ai regardé l'effectif pour 2028 de UAE, donc dans 3 ans.
Donc ils ont déjà tout simplement Ayuso, Kristen, Del Toro, Pogacar, Pablo Torres, Oui, puis ça va, euh, la Brandon Bahreïn, elle est pas McNulty, dégueu, hein. Morgado. La Bahreïn, la Bahreïn 2021, Ouais. je pense que tout le monde s'en souvient, hein, à l'époque. La Bahreïn, elle est pas dégueu, donc tu vois, ça fait quand même 2 des 5 meilleures équipes au monde ou pas loin, quoi. Ouais, bah, de toute façon, je pense que la Bahreïn, de toute façon, nous prouve avec son début de saison là que il y a eu un recrutement, ça a travaillé derrière. Aussi, bah, il y a une stratégie de développement de course qui a été très intelligent dans, dans les pays du Golfe, hein. Le rendez-vous des sprinters un peu annuel, bah, c'est l'UAE Tour, hein, on le voit, le plateau de sprinters est complètement démentiel. Mhm. Dommage que qu'Olaf Koy soit tombé, hein, dès la première étape, parce que quand on voit les batailles entre Merlier, Philipsen et Milan ces derniers jours, c'est juste beau à voir. Euh, moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est en fait pourquoi faire. C'est quoi finalement le but? Parce que nettoyer son image, c'est bien, mais les gens n'oublient pas. Les gens ne sont pas forcément complètement aveugles, et puis on le voit. Si, ça Ah marche bien, ouais, hein. ouais, moi je Ah, je pense trouve, que je trouve que, Je pense que ça marche très très bien, hein. Les gens sont bah, très contents, ils ont des records de tourisme. Il y a des gens comme toi et ouais. moi, Mathieu, on se pose des questions, mais on n'est pas la majorité du genre, hein, Ouais, malheureusement. mais moi je trouve, tu vois, quand tu prends l'équipe UAE et puis bah, le cadre, en fait, le cadre dirigeant de l'équipe UAE, c'est juste une blague, hein, avec le zombie. Le vampire. Euh, ouais. Moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que ces équipes-là, évidemment, comme elles cherchent à dominer, elles ne se posent pas vraiment la question d'un cyclisme propre. Tu veux On le sait combien? très Combien de bien, millions tu veux? C'est parti. c'est exactement ça, et moi ça me pose problème parce qu'en fait, on dirait que ces pays-là mènent une carrière PCM en mode facile. Et qu'ils ont le budget limité. Et je trouve que déjà que en fait, ils sont à l'encontre du cyclisme populaire. Évidemment, à relater ce mot populaire, car ce sport est devenu cher depuis des années et des années. Ah, mais il le Mais gère comme une écurie de F1, hein. c'est ça, et c'est eux qui ont ouvert la porte à ce cyclisme d'agents et ce cyclisme de tiens, on va te donner des millions sur la table, et puis de toute façon, comme les autres ils peuvent pas s'aligner, bah tu vas venir chez nous. mais Ah, Lenny Martinez. on Tiens, viens là, on Lenny fera une Martinez. émission là-dessus, de toute façon, un moment dans Contre-Attaque sur une sorte de fair play financier ou ce genre de truc. Mm. Et je pense ça vaudra le coup qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter justement ce genre de dérive. Mais c'est vrai que là, dans le Moyen-Orient, il y a les courses, mais en fait, moi je vous rejoins aussi, c'est aussi au niveau des équipes où il y a quelque chose qui se passe et qui a encore plus d'impact sur la planète cyclisme, sur le monde du cyclisme professionnel que finalement l'organisation de courses, parce que l'impact il est autre de quand tout le monde regarde le Tour de France, il voit UAE, UAE, Bahreïn, UAE, l'impact est différent que au final l'UAE Tour, enfin tout le monde s'en fout quoi, à part nous qui regardons un peu toutes les courses, mais Ah ouais, mais non, sinon mais ça, tu peux pas dire exactement ça. Tu peux pas dire tout à fait ça parce que l'UAE Tour, c'est la plus grande course, c'est la seule course par étape du mois de février en World Tour. Donc déjà, c'est pas rien. Ils ont des plateaux de coureurs, comme on l'a dit, qui sont assez incroyables. Alors, niveau communication, niveau parcours, on a dit, bon, des étapes de sprint, un petit chrono, une étape en arrivée en montagne par-ci par-là. C'est très bien. Mais alors, niveau communication, j'ai pas dit que c'est la course de l'année, mais enfin, c'est du bon travail qui est fait. Après, niveau écologie, niveau enjeu, niveau ce que ça représente, etc. Oui, alors tu vois, Pogacar, il va faire sa séance de sponsoring pour remercier ses donateurs milliardaires et tout. Ça, on est d'accord, hein, il est en mode tournée promotionnelle. Enfin, je trouve que pour une course qui se joue dans un pays qui n'a aucune tradition cycliste et qui n'a aucune volonté de développer un cyclisme populaire, comme l'a dit Mathieu, ils s'en sortent pas si mal de ce point de vue-là parce que le plateau, certes recruté à coups de millions, mais enfin le plateau est quand même intéressant au niveau sportif. Après, pour ce que ça vaut, ouais, ça mais c'est vraiment autre chose. après, ça intéresse que les fans de cyclisme, contrairement aux personnes qui regardent le Tour de France. En fait, c'est ça que je voulais dire à travers ça. C'est-à-dire que le fait Ouais. d'avoir une équipe qui va Ah bah, il dominer est le long, Tour dans de le désert, hein. France et être devant, et t'as quasiment tous les pays de la planète qui retransmettent la course, je pense que ça a un autre impact en termes Mhm. d'image que d'organiser l'UAE Tour. Et c'est vrai que d'un point de vue sportif, bah, il y a effectivement un très gros plateau et il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Et c'est
clairement la course où les sprinters ils se bagarrent en début d'année. Et Après, niveau, si on fait un résumé, comme ça qu'on pourra passer à autre chose, c'est vrai que niveau paysage, bon ben zéro, ou presque, hein, je veux dire très très peu. Niveau écologie, bon ben zéro. Hein. Niveau développement du cyclisme et envie de développer une rentabilité économique et quelque chose de culturel, bon ben zéro. Par contre, c'est vrai que alors tout est mis là-dedans, toute la justification est liée au niveau du business, de l'image et du fait d'avoir les plus grands coureurs qui portent un maillot où c'est marqué UAE ou Bahreïn dessus dans une course qui s'appelle l'UAE Tour. Donc c'est la course du sponsor. On va le voir, c'est du capitalisme d'État. Qui est mis au niveau d'agents de communication et de ce point de vue-là, ça se passe plutôt pas mal, malgré toutes tous les points négatifs qu'on a pu mettre en avant avec les points. Pour rajouter une troisième équipe du Moyen-Orient, c'est la Djeko Aloula. Oui, Aloula, Aloula, parce qu'il y a le Aloula derrière. effectivement, ouais. Aloula est derrière aussi le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Après, moi, j'ai une dernière question pour vous, c'est est-ce que l'UCI a le choix de toute Bah manière? non. Est-ce que Ah non. l'UCI peut se passer d'un tel moyen financier? Je pense vraiment pas. Après, Bah, il y a quelque chose ils aussi. en sont devenus dépendants aussi, mais après, c'est Tout à fait. comme tout Le choix pétrole dans notre financier. économie, quoi. Enfin, tu fais autrement, quoi. Mais c'est sûr que dans une Ah ouais, stratégie d'expansion, bah, et après, voilà, tu fermes un peu les yeux et puis tu prends les pétrodollars, voilà. quoi. C'est ça. Après, dernière chose, il y a quelque chose qui va être important pour le Proche et Moyen-Orient, c'est que l'horizon 2030 et 2035, il est su depuis des années par les économistes, les géographes, c'est que ces pays-là ne pourront plus vivre de manière rentable sur leurs ressources, notamment d'hydrocarbures, de Mm. pétrole, etc. Donc niveau économique, ça peut rabattre les cartes beaucoup plus vite qu'on ne le pense parce que 2030, c'est que dans 5 ans. Ça passe de plus en plus vite le temps, donc ça peut être des questions à long terme qui peuvent se poser grandement. Mhm. Bah messieurs, je vous propose de passer à la région suivante. On va traverser la mer Rouge. Allez, on peut le faire à la nage, on est chaud. Oui. Et puis Ah, après, Moïse. Il voilà. n'y a pas de requin en plus, c'est super, tu peux y aller, vas-y. Facile. Et puis après, on va traverser quelques pays africains pour arriver au Rwanda. Et alors, le Rwanda, bah, je pense que tous les amateurs de cyclisme en ont entendu parler parce que c'est là-bas où auront lieu les mondiaux en fin septembre 2025. Également le Tour du Rwanda qui commence bah, là, ce 23 février. Euh, alors c'est un niveau qui est relativement faible, on n'a pas les plus grosses équipes et voilà le Rwanda ça pose pas mal de questions. Alors là sur ce tour du Rwanda justement en ce moment vous avez peut-être entendu parler d'un conflit armé de l'autre côté de la frontière avec la République démocratique du Congo où l'armée rwandaise est impliquée et bah, ça pose quand même quelques questions sur la tenue d'une course cycliste là-bas dans un pays avec un déplacement du président de l'UCI en vue forcément des mondiaux qui auront lieu en septembre. Et également bah, l'investissement dans le sport de la part du Rwanda pour promouvoir son image. Alors ça, je l'ai découvert en préparant l'émission parce que je suis pas du tout le foot, mais j'ai appris qu'il y avait des grands clubs européens qui avaient des très beaux slogans sur leur maillot Visite Rwanda pour faire une belle pub au pays. Voilà, donc c'est voilà. Et donc je vais vous laisser la main, messieurs, pour parler Je, justement du je- Rwanda ouais. et du cyclisme là-bas dans ce pays. Ouais, je veux bien commencer sur l'Anda parce que c'est un pays qui est très particulier. Puis bah, Nico, tu compléteras mes infos. Mais déjà, le Rwanda, est-ce que c'est un pays démocratique? La réponse est non. Est-ce qu'il faut rappeler un peu que ce pays-là a une histoire très compliquée, qui a eu beaucoup de luttes anticoloniales, qui a été bah, le pays central des génocides rwandais, donc Tutsi et Hutu, dans les années 90, qui avait beaucoup marqué, bah, par exemple, la génération de mes parents. Et qui a comme président depuis bah, quand même 25 ans un certain Paul Kagame, très sulfureux, hein, Le boucher des Grands Lacs. très sulfureux. En fait, qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda depuis ces dernières années? Ben, en fait, tout simplement, en fait, le conflit armé donc dans la région du Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo, c'est pas vraiment un conflit armé. En fait, c'est
C'est l'ONU qui a fait cette déclaration-là. C'est une situation de génocide avec des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc c'est notamment avec des massacres, des exactions. Donc évidemment, c'est pas une ambiance très agréable et c'est pour ça que ça fait autant parler en fait tous ces sponsors Visit Rwanda, ce qu'il y a eu avec le Paris Saint-Germain, qu'il y avait avec Arsenal, donc sur le foot, mais aussi avec l'organisation de ces championnats du monde en Afrique qui font parler aussi parce que est-ce que c'était le pays numéro un en Afrique sur lequel fallait organiser les premiers championnats du monde? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est respectueux pour les autres pays d'Afrique et pour d'autres populations d'organiser des championnats du monde d'un sport populaire dans un pays qui est empêtré depuis des années dans des histoires de génocide sur une région qui possède un des sols les plus riches du monde, avec du zinc, du tungstène, de l'or. C'est notamment une des régions du monde où on appelle ça la Chine-Afrique, parce que la Chine a massivement investi dans ces régions-là. Le Tour du Rwanda, on peut aussi évoquer sa situation. Pourquoi il existe? C'est parce que c'est grâce à la marque Total Energy, qui est grandement derrière. Total Energy, qui, rappelons-le, est dans les hydrocarbures, dans le pétrole, dans le gaz. Le Rwanda, le Congo, encore une fois, il y en a beaucoup dans ces régions-là. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de questions géopolitiques qui peuvent être abordées sur le cas du Rwanda et qui peuvent poser problème et déranger un bon nombre de personnes. En tout cas, je pense à minima celles qui ont une conscience un petit peu humaine de se renseigner sur ce qui se passe là-bas. Alors, il faut être très sévère ici, hein. Ce qui se passe en Centrafrique et dans cette région, justement, de l'Afrique centrale, du Congo, du Rwanda et ce genre de... C'est l'une des plus grandes catastrophes humanitaires et militaires depuis des années et des années. C'est un conflit qui a des années et des années, hein. On parle pas de... C'est juste en ce moment, hein. Ce sont des guerres ethniques, ce sont des nettoyages, ce sont des déplacements de population, comme tu l'as dit, des génocides. Mais comme ça se passe dans ce type de pays-là, bizarrement, on n'en parle pas parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler de ce qui se parle en Palestine, en Ukraine. On est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour faire une émission géopolitique, mais simplement pour rappeler les faits. C'est vrai que personne à l'UCI se dirait, si on faisait un tour d'Ukraine ou un tour, ou, ou une compétition en ce moment, un petit chrono sur la bande de Gaza. J'utilise l'humour noir exprès pour un peu diminuer un peu le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a deux faces au Rwanda. Déjà, Kagame, c'est le boucher des Grands Lacs, hein. Donc déjà, ça, voilà. Il faut savoir que la bande à Kagame il a une influence absolument monstrueuse et démesurée dans les instances internationales du sport. Euh, c'est pour ça que je veux pas mettre simplement l'UCI. Je pense que l'UCI subit un peu, voilà. Je suis pas en train de mettre l'UCI de côté. C'est simplement à dire que c'est pareil au niveau de la FIFA. C'est pareil au niveau même de la NBA. C'est une des ligues les plus puissantes du monde qui est dans une région totalement à l'autre côté, de l'autre bout du monde par rapport au Rwanda, mais qui a quand même, il y a certains joueurs qui ont dit ah mais on peut parler de ce qui se passe au Rwanda, etc. Ils se sont fait taper sur les doigts par la NBA. Donc on va dire l'UCI, c'est pas la puissance de la FIFA, c'est pas la puissance de la NBA ou de la FIBA, hein. La FIBA très influente, la FIBA. On aura d'ailleurs sur le Cercle Aristote une émission spéciale sur l'influence de la technique d'influence du Rwanda avec journaliste sportif Romain Molina qui est particulièrement bien informé sur ces questions-là et avec l'analyste géopolitique Patrick Mbeko qui avait écrit sur ces questions-là. Donc on en parlera, mais le Rwanda, c'est très grave. Et puis effectivement, c'est même plus une stratégie pour nettoyer son image parce que les droits humains, machin, etc. C'est vraiment une stratégie de développement et une stratégie géopolitique entière qui est basée sur cette influence-là. Donc on est encore à un niveau supplémentaire. On n'est plus seulement là pour nettoyer son image. C'est vraiment une technique d'influence et de développement complète au niveau du gouvernement de Paul Kagame. C'est simple, ce monsieur-là a été condamné par Amnesty International, par Human De Rights partout, Watch et par l'ONU. C'est très grave ce qui se passe là-bas. C'est un des pires génocides, comme tu l'as dit. C'est une catastrophe humanitaire qui se passe là-bas. Et en fait, c'est honteux qu'on organise effectivement des championnats du monde. C'est très sale pour l'image du sport. Et en fait, ça reflète l'image
d'un sport encore très européen qui s'en fout de ce qui se passe tant que c'est pas en Europe. Tant que ça arrive pas en fait sur des espaces occidentaux. Tant que la France, Total Energy par exemple, parce que la France est très très copain avec Paul Kagame. Ah, Tant que Manu, Total Manu, peut Manu dîne avec, hein. Manu dîne avec, ouais, lui. tant que Total Energy peut faire ses extractions pépères là-bas et tant que Kagame peut soutenir des milices en RDC pour foutre le bordel dans le pays, bah tout se passe bien, hein, parce que enfin, pour, pour, euh, pour rappeler, le bonhomme, son mentor, c'était Mobutu à l'époque. Donc, c'est-à-dire que ce mec-là, il est foutu depuis 30 ans dans sa tête. Donc, c'est très très grave ce qu'il se passe au Rwanda et, bah, au Nord Kivu, tout simplement. C'est grave parce que quand on parle d'excision, de massacre en bande organisée, c'est Mhm. comment on peut penser à organiser une course cycliste là-bas pour 2-3 millions, quoi. Même si je pense que c'est bien plus, mais bon. Après, Adrien, pour terminer, on peut terminer Ouais. sur quelque chose de peu plus positif, c'est qu'il y a effectivement un développement depuis ces dernières années de non seulement de coureurs africains d'origine Mm. africaine de d'autres pays, hein, évidemment on parle pas du Rwanda, mais d'autres pays qui viennent courir dans des équipes européennes ou des équipes occidentales de manière générale et qui viennent se développer, même des équipes UAE, Bahreïn, qui recrutent de temps en temps ce genre de profil, hein. On peut parler d'Érythréens, d'Éthiopiens, de Sud-Africains, ce genre de choses, et le développement de courses avec l'Africa Tour. Hein, l'Africa Tour, c'est pas comme le Sanya Tour où il y a un manque de courses. Il y a de plus en plus de courses, hein. On peut penser au Tour du Bénin qui est de plus en plus renommé, le Tour du Maroc également qui se déroule chez nos amis marocains en avril, également des courses en Algérie, au Sahel, au Cameroun. Donc il y a quand même des pays, et pour le coup, qui sont déjà voilà, qui ont une bien meilleure image, on va dire, bon, c'est difficile de faire pire, mais qui ont, voilà, qui essaient et donc là, on a des territoires avec potentiellement des routes, des parcours intéressants, avec un développement intéressant. Moi, je pense qu'il y a quand même du potentiel, notamment en Afrique de l'Ouest. On a parlé Maroc, comme Burkina Faso Cameroun, aussi. Bénin, Ouais, Burkina Faso, ouais, ouais. etc. Où- Là, il y a des choses positives qui se développent. Ouais, puis ça fait Il y longtemps avait aussi que un. les courses sont implantées là-bas, puis il y a pas mal d'équipes professionnelles, bah, notamment françaises, hein, qui ont leurs habitudes sur sur ces circuits-là, donc ouais, effectivement. Il y avait un très joli documentaire sur le tour du Burkina Faso il y a quelques années, Oui, oui, si je me rappelle exact. bien. Mais Tu fais bien de le mentionner. l'Érythrée, c'est tellement dommage que ce pays-là, dans les pays les plus pauvres du monde et les plus fermés du monde, parce que niveau démocratique etc., ça va pas. Lui, l'Érythrée, elle est très bien classée, mais c'est une magnifique histoire pour le cyclisme africain, hein. L'Érythrée, on peut rappeler que grâce à Binyam Girmay, bah, Un c'est la maillot première fois vert. de l'histoire qu'un Africain a remporté un maillot distinctif, plus 3 étapes sur un grand tour. C'est juste beau. Mais ouais, bah, l'Afrique du Nord et ce qu'on appelle le Maghreb et le Machrek est en train de se développer vraiment de manière très très forte, hein. Il y a certains coureurs, même pour les sueurs français qu'on connaît, hein, du Maghreb, hein. Moi, je pense à des Youssef Reguigui qu'on a vu courir en France Yacine pendant Hamza. quelques années, Yacine Hamza. Donc, non, non, au contraire, il y a ouais, faut valoriser ça aussi, qu'il y a des espaces, Mhm. toute l'Afrique de l'Ouest et le Nord-Ouest qui se développent très bien. Et puis, bah, évidemment, il y a l'Afrique du Sud, hein. Afrique du Sud, ouais. Mais l'Afrique du Sud, c'est un peu pareil que l'Australie, hein. C'est un pays Hmm. évidemment très britannique, qui a une histoire évidemment très compliquée, hein, que on connaît bien au travers de Nelson Mandela, de l'apartheid, avec un pays historiquement dirigé par la minorité blanche, donc européenne. Mais ça reste un pays moins important maintenant dans le vélo, mais qui a eu sa petite heure de gloire, même si maintenant le pays rayonne plus dans ce que tu parlais tout à l'heure, hein, pareil, les disciplines outdoor, hein. Je pense au VTT avec Alan Heatherly. Donc, non, c'est bien que ça se développe quand même ailleurs, quoi, mais encore une fois, j'appuie sur le fait que c'est dommage que dans un continent comme ça, l'attribution se fasse au Rwanda alors qu'il y a tellement d'autres pays qui auraient pu être clients. Oui, et du coup, c'est le Rwanda qui se retrouve à représenter le cyclisme africain à l'international pour De jeux un, d'influence, ouais. un des plus grands événements mondial du calendrier cycliste. Et effectivement, en tout cas, merci messieurs pour vos avis éclairés sur la question. Après,
Si je peux terminer Ouais, sur un vas-y. dernier point avant qu'on passe au continent américain, qui est très intéressant, c'est que là, on a parlé justement de pays où génétiquement, c'est assez intéressant au niveau de leur profil, hein, des hauts plateaux. On parle des Érythréens, des Éthiopiens qui ont un peu cette génétique assez bizarre de profil, donc de mixte entre des pays du Moyen-Orient, des influences orientales et africaines, etc. Donc c'est on va dire le bassin de la Corne de l'Afrique ont des profils différents. Si on s'intéresse à nos amis coureurs d'Afrique de l'Ouest, hein, qui ont réussi à percer ces dernières décennies dans plein de sports, hein, évidemment le football, très connu, mais également tout ce qui est les courses de vitesse et on va dire les épreuves explosives, où effectivement leur génétique avec des muscles très denses qu'on retrouve dans ces populations d'Afrique de l'Ouest, on voit hein, justement où ces types de profils sont les plus denses et les plus explosifs au niveau de ses capacités sportives. C'est vrai que malheureusement, ils ont un peu un plafond de verre, nos amis coureurs qui sont originaires de ces régions-là, de par leur profil génétique qui fait que, on sait, hein, le sport cycliste, notamment sur route, a été développé et pour le type de profil, on va dire, européen, occidental. Et c'est vrai que la façon, on pourra également en discuter, c'est pas l'objectif de parler d'aujourd'hui, mais ça limite, ce que je veux dire, c'est que ça limite le développement de champions parce que ils ont des fibres extrêmement denses et dans un pays et dans un sport où il faut des fois rouler 200 km, où il faut rouler 6 heures et se taper, être, on va dire, avoir le meilleur rapport entre l'énergie qu'on développe et la densité de la fibre musculaire et la capacité à pouvoir générer de la puissance sur des longues distances pendant de nombreux kilomètres. Malheureusement pour nos amis d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, qui sont très forts dans certains sports, ça les limite, on va dire, pour avoir plein de super champions à l'avenir. Moi, je souhaite qu'il y en ait, mais il faut aussi rappeler les réalités biologiques qui fait que ça limite aussi le développement de certains champions. Et en plus, évidemment, le niveau les routes et le niveau des infrastructures, évidemment, dans ce genre de pays, est en train de se développer, mais enfin, c'est pas du tout encore au niveau où c'est suffisant pour imaginer beaucoup de courses de jeunes et beaucoup de développement de champions, malheureusement, Oui, et oui, c'est d'écoles de sûr cyclisme. qu'après, il se retrouve quand il faut frotter dans un peloton et que au final, tu l'as jamais expérimenté avant ta 20e année. C'est vrai que Compliqué, ouais. ça peut être très très compliqué, c'est même impossible, je pense, quasiment, de percer. Alors, messieurs, je vous propose de traverser l'Atlantique, d'aller en Amérique du Sud, au niveau de l'équateur, pour s'arrêter en Colombie, mais on pourra dériver un petit peu sur le continent. Mais la Colombie, pourquoi la Colombie? Parce que cyclisme Amérique du Sud, forcément, dit Colombie. Alors on va s'appuyer sur le Tour de Colombie qui a été créé en 1951, 74 éditions, mais annulé cette année en 2025. Il devait avoir lieu là, il me semble, au mois de février. Entre le 4 et le 9. Ouais. Annulé pour pour cause de problèmes financiers. Alors on a, je pense, tous quelques petits souvenirs de cette course prisée par les Colombiens avec d'un- toujours énormément de public, tous ces petits papiers colorés qui cachent la ligne d'arrivée et c'est des courses qui transmettaient une bonne ambiance et puis un cyclisme auquel on n'est pas forcément habitué, nous en Europe. Et voilà, et que dire après du cyclisme colombien et de ces talents de grimpeurs qui ont émergé dans les années 80 avec notamment Lucho Herrera, Fabio Parra également, qui a été le premier Colombien à remporter ah non, il a fait podium du Tour et c'est Herrera qui a remporté la Vuelta. Euh, et voilà, ensuite pour arriver jusqu'à maintenant, on a eu Egan Bernal en 2019 qui a remporté lui le Tour de France et encore plein d'autres champions qu'on n'énumérera pas tous ici tellement ils sont nombreux. Euh, Messieurs, la Colombie, terre de cyclisme. Terre de cyclisme, terre de public. Après, là, la Colombie, ça a été une explosion hein, dans les années 80-90. J'avais fait un article l'année dernière sur l'histoire de la Kelme. Toutes ces équipes espagnoles des années 90 qui ont été extrêmement liées avec les coureurs colombiens. L'origine, 80% du coureur colombien, c'est quoi? C'est un grimpeur qui, dès que le col est à plus de 1800 mètres, c'est le paradis.
De base, c'est ça. Après, ça s'est développé, hein, on a vu des profils atypiques arriver. Santiago Botero, ma gueule. Ah, Santiago Botero. Montero, Ah là là, ça c'est du souvenir de bah, jeunesse, ça. Rigoberto Urán, qui à l'heure actuelle reste à peu près le seul bon rouleur colombien des 15 dernières années. On a vu des petits punchers, type Esteban Chavez, du Sergio Henao, Higuita, évidemment Buitrago, qui d'ailleurs est en train de réaliser un début de saison monstrueux, hein. Rien que cet après-midi, si je dis pas de bêtises, il a fait deuxième là, derrière Scaroni encore. On a eu du Egan Bernal, du Quintana, et puis même des sprinters avec Gaviria, qui toujours actuellement s'amuse à lancer ses sprints à 500 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, la Colombie, ce qui est particulier, c'est que il faut ramener ça encore une fois à l'histoire du colonialisme, puisque l'Europe a colonisé toute la planète, que c'était marrant au temps moderne et au début de l'époque contemporaine. Et que la Colombie, c'est un des pays les plus européens d'Amérique du Sud, si on accepte l'Argentine, le Chili et bien évidemment le Brésil, qui est un cas Uruguay. particulier, puisque colonie portugaise. Mais effectivement, oui, l'Uruguay. La Colombie, c'est un pays qui a toujours été très instable en plus, donc pour l'organisation des courses, c'est très compliqué, hein, évidemment, on le sait, toutes ces histoires, Medellín, Bogota, Cali, etc. C'est sûr que ça a toujours été compliqué pour organiser des événements sportifs. Pourquoi je lie le monde du narcotrafic au sport? Parce qu'il y a eu des preuves, hein, que des fois ça se passait pas bien. Je pense à la Coupe du Monde 1994. 90 ou 94, je suis plus sûr de laquelle édition c'était, où il y avait le pauvre gardien de la Colombie qui avait été retrouvé assassiné dans sa voiture. Et puis Nairo Quintana, on avait parlé il y a quelques années, en 2017, en pré-saison, il avait fait une interview où il disait qu'il y avait une pression absolument démentielle du public colombien et que c'était limite un échappatoire de passer 10 mois sur 12 en fait en Europe pour lui. Après, ce qui est très dommage, c'est que la Colombie aussi, l'image du Tour de Colombie, c'est que il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, cette espèce de blague, ce cirque organisé autour de Miguel Ángel López. Et puis, la Colombie, c'est un pays qui est historiquement, malheureusement, mêlé au dopage. Je ne sais même pas comment la fédération, d'ailleurs, n'a jamais été suspendue, au même titre que le Mexique, par exemple. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui n'a plus de course World Tour, alors que si je dis pas de bêtises, il y a une année ou deux où le Tour de Colombie avait eu le statut World Tour. C'est très triste en plus pour un cycliste colombien qui, on le voit, est en perte de vitesse dramatique. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais c'est terrible ce qui se passe en Colombie, je trouve. Alors, je vais aller encore plus loin et on en parlera. Sur l'ensemble du continent américain, donc Amérique du Nord et du Sud, les deux seules courses qui ont la mention World Tour, c'est les deux courses au Québec au mois de août et de septembre, donc le Grand Prix de Québec et de Montréal. On en parlera après. Donc c'est pour dire à quel point eux, ils sont dans un trou au niveau de l'organisation des courses, alors que voilà un continent, voilà des pays. On va tout prendre, hein. Parce qu'on a parlé, il y a également l'Équateur, on peut parler du Venezuela, on peut parler de l'Argentine, on peut parler de ces pays comme ça. Voilà un pays voilà déjà des continents qui aiment le sport. Voilà, on n'est pas dans des. On a parlé de cas différents où le sport. Là, pour le coup, le sport n'est pas vécu comme simplement un outil marketing, mais c'est une vraie passion. Je vais pas revenir évidemment sur le sport roi qui est le football, mais si on parle simplement du vélo, tu en parlais justement, des publics, des gens fervents. Il n'y a pas une course de l'été, messieurs, je ne sais pas si vous voyez, où quand on regarde une montée de col, il n'y a pas des supporters colombiens ou équatoriens ou je ne sais pas qui sont avec des drapeaux. Je veux dire, quand on connaît le PIB de ces pays et quand on sait le voyage qu'il faut faire pour passer 5 minutes à voir passer des coureurs dans un col, après peut-être qu'ils font plusieurs étapes, hein, mais voilà, ça montre la ferveur de ce public. Et en plus, je veux dire, on peut faire des parcours incroyables là-bas. Je veux dire, Ah oui. que ce soit les Andes, les montées, les choses, on peut en faire des courses. Imaginez des montées avec des courses de côte. On avait vu avec le Colombie, si on donne des vrais moyens des courses. Mais là, le problème est totalement inverse. En fait, j'aime bien parce que la Colombie, au-delà des questions de dopage, c'est le cas totalement inverse du profil UAE, Adrien. C'est-à-dire Oui, qu'on en parlait justement des je suis Émirats. C'est-à-dire que d'accord. eux, Mm. ils ont la thune, mais ils ont rien d'autre. Et la Colombie, ils ont tout,
Pas la Sauf la thune. thune. Ouais. Donc, ouais, parce que ils ont ce qu'on appelle justement les supporters. Ils ont l'école. Quand on voit les gamins, je sais pas si vous avez vu le documentaire qui a été fait sur Egan Bernal, justement, Ouais, après ouais, sa ouais. victoire dans le Tour de France. Mais c'est à pleurer. Quand on voit les histoires où ils essaient de trouver des vélos pour que des gamins qui ont Mm. du potentiel puissent participer à des courses juniors, des courses amateurs et compagnie, je veux dire, il y a un vrai public de vélo. Il y a une vraie histoire c'est une histoire qui a plusieurs dizaines d'années. Tu as parlé d'Herrera et Para, mais voilà, ça remonte à loin. Il y a des parcours, il y a tout ça, mais c'est un des endroits où il faut mettre de l'argent. Il faut mettre pour avoir des courses amateurs. Et puis là, pour le coup, ils ont des profils physiques. On a parlé justement de cette capacité à être très fort quand l'altitude monte. Ça, c'est pas un nouveau. Tous les supporters de cyclisme, les suiveurs de cyclisme et les gens qui nous écoutent savent ça. Mais c'est-à-dire que eux, ils ont vraiment un potentiel pour sortir. On l'a déjà vu ils le font avec les moyens du bord et après ils s'exportent. Ils partent très vite hein, à 16, 17, 18 ans dans une fois leur scolarité terminée. Ceux qui ont les plus gros potentiels partent dans des structures européennes, notamment hispanophones, hein, les équipes espagnoles, mais pas que, hein, mais en majorité les équipes hispanophones, bien entendu, hein, pour une question d'acclimatation. Mais il y aurait moyen de développer autre chose que des équipes de second rang qui sont basés sur des coureurs sud-américains. EF, Education First, avec un sponsor américain, avait voulu justement développer pas mal les coureurs d'origine sud et nord-américain pour que, alors je sais bien que s'entraîner en Colombie toute l'année, c'est pas forcément facile, mais simplement de pas être trop loin de la maison et peut-être s'entraîner dans d'autres pays d'Amérique du Nord ou avoir moins de décalage horaire par rapport à l'Espagne et développer vraiment ce cyclisme sud-américain qui le mérite par rapport à d'autres continents où c'est totalement absent, où c'est juste des prétextes pour des coûts marketing et de communication. Là, il y a un vrai vivier et je souhaite, là pour le coup, c'est un des endroits où on parlait justement, la question du jour, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'autre bout du monde? Là, ça fait partie des rares endroits pour lesquels je répondrais oui. Là, pour ces endroits-là, ça vaut la peine. Ça vaudrait la peine d'avoir au moins une course sud-américaine World Tour pour tout ce qui représente au niveau du cyclisme mondial. Ouais, puis c'est vrai que la Colombie, c'est vraiment, parce que, comme tu l'as dit, c'est hyper populaire là-bas, et le cyclisme. Mais en fait, il y a beaucoup de courses, mais ça reste que des petites courses, et comme les Ah courses oui. de clochers qu'on peut retrouver en France. Et pour avoir déjà vu des reportages, il faut voir l'ambiance effectivement sur ces courses. C'est vraiment de la folie, et bah, c'est juste, t'as un vélo, des fois t'as un vélo pour les 4 gamins de la famille, et puis ils font leurs courses à tour de rôle, et puis il y a une ambiance de dingue, et c'est l'événement du week-end. Manifestation, hein. Et c'est pareil, t'as des courses sur des montées absolument terribles, des gamins qui sont des vrais avions. Mais du coup, après, pour aller vers une pratique sportive plus haut niveau et autres, bah, effectivement, il manque de moyens, il manque de structure, il manque un petit peu bah, tout ce qu'on peut retrouver en Europe, par exemple, où bah voilà, t'es un jeune talent, on te détecte, hop, maintenant, chaque équipe a sa conti, et avant t'as les juniors et compagnie, et puis t'as un gros niveau de compétition. Là, ça reste quand même encore beaucoup plus compliqué à mettre en place, puis aussi bah, le coût hein, que ça pour une famille. C'est la même chose en France, hein, une famille qui a un gamin qui marche bien en vélo, bah faut que la famille elle puisse lui acheter un beau vélo, faut qu'elle puisse aussi l'emmener sur les courses un peu tous les week-ends, et puis bah tu vas aller dans un club un peu plus loin parce que le niveau il est meilleur, mais du coup bah ça demande un peu plus d'investissement en termes de temps et financier. C'est clair. Et Mais les courses, elles sont à côté de chez toi. Alors oui, qu'en Colombie, le aussi. gamin à 16 ans, à 17 ans, il doit partir il doit aller à l'autre bout du monde. Oui, oui, bah du coup, voilà, c'est ça le problème. Et encore, faut qu'il y ait avant eu tout ce truc de détection, et du coup, il y a beaucoup moins de coureurs qui ont cette chance-là. Donc, c'est sûr que ça limite, mais, euh, mais Après, ouais. traditionnellement, il y a la Movistar. Parce que la Movistar a une filière non associée directement avec l'équipe espagnole, mais a quand même une filière en Colombie pour repérer les coureurs. Après, qu'est-ce qu'il faut pour organiser des courses stables en Amérique du Sud et en Amérique centrale? Déjà, il faut des gouvernements stables. Ouais, déjà, ça, c'est pas On gagné. parle souvent de l'Afrique, mais alors l'Amérique du Sud et centrale, c'est un foutoir sans nom, c'est absolument n'importe quoi. Parce que comme c'est des pays qui Il y a des sont très narco-États à instables, tous les coins de rue.
C'est ça, oui, ou alors des États tampons, ou alors des pays qui osent se lier. On va prendre l'exemple de la Colombie. La Colombie a osé tenir tête à- aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump et ça se passe pas trop bien pour eux ces derniers temps. Parce que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, c'est un pays qui est. Enfin, c'est un pays, pardon. C'est un espace, c'est une région qui est de C'est le, plus en plus c'est le précaré anti. des États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est le précaré, mais qui essaye de s'en défaire. Et puis en plus, il y a ce duel avec le Brésil. Le Brésil aimerait bien avoir la dominance du gouvernement, sauf que ça se passe pas bien. Donc c'est très compliqué. On peut prendre l'exemple de l'Argentine où la Vuelta à San Juan, c'était presque devenu un rendez-vous d'avant-saison. Pareil, c'était sympa. Et puis au final, de manière incompréhensible, catastrophe, ça s'est complètement arrêté. Quand tu as un des plus grands pays de l'espace, le Mexique, qui a sa fédération qui tout simplement n'existe pas et qui est bannie de l'UCI parce qu'il y a tellement eu de casseroles et de corruption, c'est dur de développer. Bon, malgré tout, ils ont de la chance, ils ont réussi à sortir de nulle part Isaac Del Toro. Parfois, des fois, il faut de la chance. Mais je dirais qu'en fait, la, la Colombie subit une espèce de suédisation de sa communauté sportive où elle a connu, un peu comme la Suède, un prime pendant 10-15 ans où à peu près dans tous les sports, ce pays a rayonné. Mais vraiment, Colombie, c'était incroyable. Alors, c'était pas à la même échelle que la Suède dans les années 60-70. Mais la Colombie, c'était incroyable. Et puis, c'est aussi pour ça, en fait, que nous, maintenant, on a envie qu'il y ait une course là-bas. Pourquoi on a envie qu'il y ait des courses en Colombie? Parce que les coureurs colombiens ont brillé. Parce qu'ils avaient un profil de course qui nous ont tous plu. Parce que Quintana, avant que maintenant ce soit un pauvre dopé en fin de carrière qui nous a un peu dégoûté, c'était l'anti-Sky, c'était l'anti-Froome. Bon, même si on a tous détesté, évidemment, Rigoberto Urán et son horrible manière de courir. Et le coureur typique colombien, même vénézuélien ou équatorien, c'était cette espèce de grimpeur qui attaquait, qui était hyper offensif, qui était super sympa à suivre. Donc forcément qu'on a envie qu'il y ait des courses là-bas. Parce qu'en plus, oui, après, je pense que la question des paysages, c'est à la libre appréciation de chacun, parce que tu auras toujours des gens, même sûrement dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres vidéos, qui diront qu'ils préfèrent les paysages de Dubaï à ceux de la vieille ville de Médéine. Ouais. Et ça, et C'est ça, pas tu la peux rien majorité y du faire. monde. Eh Ça, bah, tu peux pas. Après, bon, il y a les goûts et les couleurs après, hein. Il n'y a pas ouais, d'école du là, goût. Il n'y là, a pas d'école du goût, mais on n'en pense pas moins. bon, bah, ça permet du coup de pouvoir partir sur une autre région. On va voir si cette région, elle plaît aux auditeurs et aux auditrices alors. Et s'ils trouvent que c'est beau, on va remonter un petit peu plus au nord pour atterrir aux États-Unis et puis s'arrêter un petit peu sur la côte ouest avec le Tour de Californie en support pour pouvoir parler du cyclisme aux États-Unis. Tour de Californie qui a eu lieu de 2006 à 2019. Puis, c'était une épreuve d'une semaine qui finalement a eu un très beau palmarès, qui est alors des coureurs comme Pogacar, Bernal, Alaphilippe, Sagan, Wiggins, qui l'ont remporté également quelques Américains, notamment des Lefheimer et Floyd Landis. Bonne chaudière. Ah ouais, là on était pas mal. Là c'est Floyd Landis 2006, hein. Voilà, il y a pas C'est de très très bon ça. y a pas de secret, il y a pas de secret. La Et première victoire World Tour d'un certain Slovène, et ça. Ouais. également, ouais, c'est lui d'ailleurs le dernier vainqueur Dernier vainqueur. au palmarès de cette course qui depuis n'existe plus et finalement c'était une course qui était plutôt aimée par les coureurs américains parce que on a quelques grands noms dans le peloton et puis dans l'histoire aussi du cyclisme, quelques grands noms américains. Mais en termes d'épreuves cyclistes, il y avait ce Tour de Californie. Il y a eu également le Tour du Colorado, si je me trompe pas, ça a dû exister. Mhm. Mais Il y a la Maryland Classic aussi. ouais, Tour voilà. du Après, ça reste un peu plus anonyme. Et en termes de grandes épreuves internationales, c'est plutôt faible. Oh, mais il n'y a rien. Alors moi, je vais débuter parce que là, c'est le moment coup de gueule de la journée. Là, pour Ah, l'instant, j'ai été soft. c'est J'ai été parti. soft. On arrive gentiment à la fin de l'émission et là, c'est terminé. Et les Américains premièrement, on on estime pas
assez correctement ces 10 dernières années le dégât d'image et donc les répercussions de l'affaire Armstrong, ce que ça a eu sur le monde américain du vélo. Il faut se souvenir il y a 20 ans ce que c'était le monde américain du vélo. C'était euh, des les plus grosses équipes, des coureurs dominants dans plein de secteurs. Après, on parlait de il y a toute cette institution du dopage et compagnie, machin. Mais au-delà de ça, il y avait un vrai engouement populaire. Armstrong, c'était une superstar. Je reviens pas sur la polémique autour de la mafia autour d'Armstrong et des tricheries, etc. Je parle vraiment juste de l'engouement populaire. Lance Armstrong était une superstar. Il était invité sur tous les plateaux. Il s'est filmé avec des présidents américains. Je veux dire, c'était une superstar, mais une vraie. C'était un niveau des plus grands acteurs hollywoodiens et des plus grands sportifs américains, mais largement. C'était le Michael Jordan du vélo. Et on voit aujourd'hui, on constate les répercussions des scandales Armstrong, du scandale Leipheimer, Landis, de toute cette industrialisation du dopage et de cette mise sous cloche pendant toutes les années 2000, là, qui a explosé dans les années 2010, les témoignages d'Hamilton et compagnie. On voit aujourd'hui, au niveau de la formation américaine, au niveau des courses, on voit les dégâts. Alors que eux, pour le coup, ils ont aucune excuse. Ils ont l'argent. Ils ont la thune. On voyait à l'époque d'Armstrong, on a vu la thune dans le cyclisme. Et c'était les plus gros budgets du peloton. Donc la thune, ils l'ont. Faut arrêter de déconner. D'ailleurs, je rappelle, c'est assez marrant, l'histoire du Donald Trump Tour dans la Ah région oui, de New York. tu Donald fais Trump bien, Tour tu dans fais bien d'en la fin parler, des années effectivement. Je l'avais noté, mais vas-y, vas-y. à la fin des, tu peux en reparler, mais à la fin des années 80, moi, ça me tue, quoi. C'est quoi, 89, 90, 91, 92, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'était à peu près ça, ouais. C'est le Ouais. tout début de carrière de Lance Armstrong professionnel, parce qu'il me semble il finit troisième ou il la gagne une édition de cette année quand il a genre 20, 25, enfin, qui est dans ses jeunes années. Bref, mais pour revenir à ça, et ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, ils ont tout. Donc, le sponsor, ils ont les aménagements, ils ont les routes, ils ont accès aux meilleures technologies au niveau des vélos, des jeunes et tout. Il y a la retransmission des images. Et surtout, ils ont parmi, alors ça c'est pour mon goût personnel, là, parce qu'on va sortir de l'analyse, ils ont parmi les plus beaux paysages au monde pour organiser des courses cyclistes tout le long de l'année. Je veux dire, les cols du Colorado. Ils ont des cols à 3000 mètres où il y a encore de la verdure, c'est extraordinaire, c'est très très beau. Le Tour de Californie, moi j'aimais bien regarder le Tour de Californie parce que c'est une super belle course. Et ils ont à côté des parcs, des grands parcs nationaux, tout cet ouest américain. Alors les courses à New York, je suis un peu plus. Il y en a une qui arrive là, le Grand Premio de New York City, le 18 mai, pour ceux que ça intéresse. C'est une petite classique internationale. Mais voilà, c'est une course de second rang, mais ça existe. Mais ils ont parmi les plus beaux paysages au monde, selon moi, en tout cas ceux qui sont le plus valorisés. On le voit d'ailleurs même touristiquement, et on n'arrive pas à faire des courses de vélo là-bas. Alors que moi j'aimais bien regarder Sagan défoncer le Tour de Californie dans les années 2010 ou des Julien Alaphilippe 2016 ou des choses comme ça. C'était des belles courses, des belles routes, des beaux paysages. En plus, c'était une période où, au niveau course par étapes, si c'est au mois d'avril, au mois de mai, où c'était une belle course de préparation pour le Giro ou pour le Tour de France ou les courses d'été sur le continent européen, parce que comme ils ont un climat relativement méditerranéen, ils peuvent organiser des courses où il y a du dénivelé et en même temps il n'y a pas forcément de la neige, notamment le Tour de Californie au mois d'avril ou mai parce qu'il fait quand même assez chaud là-bas. Donc ils ont tout et ils ont réussi à foirer ça à cause, pour moi principalement, le dégât d'image lié au fait que l'affaire Armstrong, puis du coup, tu n'as plus de sponsors qui veulent investir dans les courses de jeunes, dans l'organisation de courses, dans le sponsor d'équipe. Je veux dire, à part l'équipe EF, ces 10 dernières années, c'est compliqué, hein. Mathieu. Ouais, c'est compliqué et ça tombe bien qu'on parle du Tour de Californie parce que il y a quelques mois j'avais fait un article dessus pour un peu parler de l'histoire de cette course qui s'est arrêtée en fait de manière complètement incompréhensible. Ouais, raconte. Euh, et puis en fait cette course-là d'abord c'est une histoire de sponsor parce que c'est dans l'air du temps en fait que cette course-là se crée. On est en 2006, c'est une année où bon évidemment il y a le Floyd Landis du Tour de France qui est une vaste blague mais hormis ça, c'est quand même une génération qui est super intéressante. Il y a du Levi Leipheimer, du David Zabriskie à ce moment-là. Et ouais, en fait, c'est incompréhensible de ne pas Van avoir de Velde. continué ce développement de cette course parce que
c'est une course quand même qui a révélé Sepp Kuss, Nelson Powless à l'époque de la Rally Cycling, Mhm. pour les plus anciens, qui était une super Mhm. équipe Mhm. de développement. Je pense Lawson Craddock, Andrew Talansky. Ouais, c'est ça. Et puis à l'époque, la Hagens, donc la Hagens Bermans, avait été sous licence américaine, notamment. Et puis la Hagens, elle a sorti un nombre de coureurs absolument incalculable. Je pense à Équipe des dirigée par Axel Merckx, Axel Merckx, on tout le à fait. rappelle. Voilà, donc notamment des Joao Almeida, Mhm. par exemple, pour ne citer que lui. Et puis encore, les États-Unis nous sortent toujours des coureurs, hein. Ces dernières années, il y a eu du Matteo Jorgensen, il y a eu du Quinn Simons, bon, qui là est un peu en baisse de régime, mais du Magnus Sheffield, du Luc Lamperti. Ah non, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Et en fait, l'histoire derrière la fin de ce Tour de Californie, c'est que déjà, le sponsor Amgen, déjà, s'est barré. Donc déjà, Je ils t'ai ont dit, perdu un l'image. fonds conséquent. Et puis ouais, l'image de l'époque Armstrong a fait très très mal. C'est une bombe à retardement finalement. Parce que de plus en plus de gens, notre génération des années 2000, n'avons pas connu les exploits d'Armstrong. On a connu Le Armstrong que scandale. comme étant un dopé notoire, responsable de la plus grande tricherie de l'histoire du sport. Donc automatiquement, je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil pour les années 2000. Alors aussi, il y a la concurrence d'autres sports aux États-Unis. Parce que les États-Unis, hein, alors si on peut parler de vision impérialiste, alors eux, c'est les champions numéro un Ah bah, c'est de les la boss, hein. planète, qui se tapent avec la Chine et la Russie, sauf qu'ils sont un peu plus forts encore à l'heure actuelle. Et en fait, c'est aussi un souci de fédération, parce que là où je voulais en venir, c'est que l'histoire, elle s'est arrêtée parce que la fédération s'en foutait. Concrètement, la fédération n'a jamais essayé de trouver d'autres partenaires, même avec la crise Covid en 2020-2021. C'est assez dramatique ce qui s'est passé aux États-Unis et moi je ne souhaite qu'un retour de course aux États-Unis, même si c'est un pays qui internationalement je ne l'apprécie pas plus que ça pour des raisons qui m'appartiennent et des Ouais. raisons géopolitiques. Mais t'as des belles courses. Tu peux faire des belles courses. Mais ouais, tu peux. Après, la question aussi, ce qui se pose, c'est où tu les mets dans un calendrier qui est toujours plus surchargé. Parce que si on reprend à peu près l'emplacement, par exemple, si on peut faire un pont avec le Canada, a priori, il faudrait mettre ces courses-là dans cette zone-là, sauf que il y a la Volta à ce moment-là. Donc, Mm. Bah, Et c'était puis, je sais pas c'était si. pendant effectivement, le Giro, hein, le Tour de la Californie. Donc ça, après le Tu calendrier, je vois? pense qu'ils peuvent C'est mais ça. toujours. tu peux le mettre. Et ça va, en août-septembre, on croule pas sous les courses, hein. Tu peux le mettre en août, hein, peut-être pas en Californie, mais dans les Rocheuses, que ce soit un tour de l'Utah ou un tour du Colorado, parce qu'en août, justement, les cols, ils n'ont pas de neige, donc tu peux y aller, tu peux mettre ça en course de préparation. Je veux dire, la Mm. Vuelta, c'est sympa, mais je veux dire, là, t'es pas surchargé en termes de course, ça va, quoi. Je veux dire, le mois d'août, septembre, tu peux y aller, hein. Ouais, tu la mets avant les classiques canadiennes. Ça pourrait faire une transition. Ça va d'ailleurs être Mais oui, mais bien sûr. la transition qu'on va faire. Mais c'est vrai que pour revenir aux États-Unis, il y a clairement moyen de faire des belles courses là-bas. D'ailleurs, les courses qui ont été organisées là-bas étaient quand même hyper sympas à suivre et sportivement, ça attirait aussi des coureurs. Et je pense que voilà, il y a des coureurs, c'est allez, je vais aux États-Unis, je vais faire une course aux États-Unis. Et clairement maintenant, ouais, c'est plus trop à l'ordre du jour. On En plus, parlait ton du, type de coureur, Adrien, ouais, en plus, tu pourras en parler justement après, mais au niveau du type de coureur, les deux seules autres courses, en dehors de la Vuelta qui commence fin août, hein, toujours, mais au mois d'août, les deux seules autres courses par étape de niveau World Tour qui sont organisées, c'est le Tour du Benelux, donc le René Tour cette année, qui est sur une semaine et qui est pour les spécialistes de classique et éventuellement les punchers, sprinters. Et le Tour de Pologne, qui est également pour les punchers sprinters. Donc tu peux organiser au mois d'août une course plus pour les rouleurs grimpeurs ou pour ce type de profil-là au niveau World Tour aux États-Unis, quelque part sur la côte ouest. oui, et puis Ça, c'est disons encore mieux que organisé que le Tour de Pologne. de Ouais, toute de Pologne ou des sprints à 80 oui, sur la- voilà. Mais de toute façon, ouais, je pense que là le problème aux États-Unis, c'est plus de comment est-ce qu'on organise une course et qui veut organiser une course plutôt que où est-ce qu'on la met dans le calendrier, parce que ça, ils arrivent. Moi, je Et trouve clairement, s'ils veulent faire une grande course et qu'ils veulent ils peuvent la mettre n'importe où au calendrier. Je pense que s'ils veulent faire une grande course, ils peuvent le faire et puis ils sauront attirer des grosses équipes. Donc après, c'est Attends, moi je te fais une course. Je t'appelle ça
la Presidential Road Course, Road Race, la Presidential Road Race, donc la Trump Road Race. Je te remets la Trump Road Race avec comme sponsor les boîtes à Elon Musk qui pèsent des milliards et des machins comme ça. Là, je te fais la Presidential Road Race avec Donald Trump qui vient couper le truc d'entrée, genre un machin qui vient se faire mousser parce qu'il aime bien. Le cyclisme est de retour, make the cyclism great again. Je te fais une pure course. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas de la thune avec ses potes milliardaires, ça va, ils peuvent Ah lâcher bah, 3 il, billets pour il gagner. pourrait lâcher quelques millions d'euros pour faire une course Ah. cycliste, ça c'est Là, je te sûr que fais ça le lui make ferait pas trop cyclism de great mal. again et là c'est parti. Là c'est bon, là il y a pas de problème. Hein. Et du coup, c'est parti. pour parler du Tour de Trump, plutôt que de vous raconter l'histoire, je vais vous mettre dans la description de l'épisode un lien vers le site chroniqueduvélo.fr pour lequel j'avais Ah eu oui, il est bien. le plaisir de participer bah voilà, à la rédaction de quelques articles de temps en temps. Et il y a un article excellent qui avait été fait intitulé Le Tour de Trump, voilà, par Théo Soros. Donc je vous mettrai ça dans la Il est description et puis comme super. ça vous Il est pourrez super. aller lire l'article et également aller fouiller sur le site qui s'est arrêté fin 2021 mais qui a quand même produit pas mal de choses hyper sympas, donc du coup ça fait une petite pub, voilà. Et bah bien sûr on va enchaîner en allant un petit peu plus au nord dans une partie francophone au Canada avec bah, les classiques canadiennes de septembre, Grand Prix de Nos amis. Québec le mercredi soir, Grand Prix de Montréal le vendredi soir, créé en 2010. Les deux épreuves ont été World Tour dès leur création. Elles ont trouvé une vraie place sur le calendrier. On parlait de la place sur le calendrier à l'instant. En septembre, pour préparer les mondiaux, et il y a toutes les années un très très gros plateau de coureurs. Et la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement l'option course d'un jour comme ça, sur un profil vallonné en circuit, c'était aussi une recette qui marcherait bien? Et est-ce qu'il n'y a pas, voilà, on va parler du cyclisme au Canada et de ces courses-là, mais est-ce que c'est pas finalement une option à, pourquoi pas, privilégier pour organiser des courses? Je pense que c'est ce qui fait la recette de cette course-là, plus qu'autre chose. Je pense que chaque course doit avoir son identité. Et effectivement, le GP de Québec et de Montréal sont des courses en circuit, et on le sait. Et c'est ça qui ont fait le succès en fait de ces courses qui sont très urbaines, mais qui sont bien aménagées en fait. Ça fait vraiment Grand Prix. Et c'est ça qui est très sympa. Ça concorde, pour le coup, je pense que c'est la plus belle réussite C'est exactement ça. des dernières années. Quelle réussite! Le Grand Prix de Québec et Montréal est devenu, non seulement aux yeux des suiveurs, mais aux yeux des coureurs, une course, en tout cas pour ceux qui ne font pas la Vuelta, mais qui préparent des championnats du monde, incontournable. Et il y a toujours des plateaux qui sont de plus en plus incroyables. Ça concorde aussi avec le développement du cyclisme canadien, qui est très longtemps resté cantonné aux exploits de Steve Bauer, et puis Avec le résultat. qui s'est développé autour de Ryder Hesjedal, puis des Michael Woods, hein, et puis très récemment des Derek G, et puis qui produit de nombreux jeunes coureurs, hein. Si on prend la Ineos par exemple, le petit Michael Leonard, qui arrive doucement mais sûrement. Non, vraiment, c'est une super réussite. Alors évidemment, nous, on a notre côté très francophone friendly parce que j'utilise un anglicisme, hein, donc amis des Québécois, parce que l'image du Québécois en France, en tout cas, pour parler à titre personnel, je sais pas si c'est pareil en Suisse, Nico, mais c'est nos amis, quoi, c'est Elle est nos copains, hein. extrêmement positive. Elle est C'est- Ils partout dans sont la trop France. gentils, les Canadiens, c'est l'anti-États-Unis par excellence déjà. Parce qu'ils sont aux Euh, États-Unis. Ouais, déjà. Déjà, ils sont en train de lutter pour pas se faire racheter, Déjà, ni c'est pas mal. annexer. Mais non, c'est juste génial. Et un peu dans le calendrier, pour le coup, je pense qu'elle est placée parfaitement en préparation en fait des dernières échéances de l'année. Et c'est là pour moi que les États-Unis devraient organiser une course par étape, parce que ça pourrait faire en fait un triptyque Mais de oui, 2 semaines, mais par bien exemple, sûr. où on a une Mais course bien par sûr. étape montagneuse pour les rouleurs grimpeurs, mais aussi pour des punchers, Mais oui. sprinters, parce que Québec et Montréal, c'est un foutoir sans nom, c'est des sprinters, des punchers, des fois des grimpeurs punchers qui gagnent. Et Oh, c'est là que surtout des la punchers stratégie, quand elle même. doit se passer. Surtout des punchers. Ouais, surtout des punchers, tu vois, mais
mais les États-Unis pourraient organiser des trucs. Par exemple, une classique pour sprinter et puis une course par étape. Et là, pendant 2 semaines, 2 semaines et demie, on aurait une tripartition du peloton international sur la Vuelta, sur le Renewi Tour et les petites échéances 1 point qui subsistent en Europe, et en Amérique du Nord. C'est largement possible avec des effectifs de 33 coureurs aujourd'hui. Oui, puis le Renewy Tour, t'as la Bretagne classique juste après aussi. Donc, mais c'est le même type de coureur, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que il y a des choses à jouer. Le Canada a ouvert une voie pour l'Amérique du Nord qui malheureusement pour l'instant n'est clairement pas suivie. Alors moi, je vais aller très vite, Adrien. Pour moi, c'est l'exemple de tout ce qu'il faut bien faire. C'est de tout ce qui fonctionne. La date, le parcours est intéressant. Le truc est régulier. Il s'est installé aujourd'hui. C'est aussi quasiment aussi bien vu pour des coureurs dans leur palmarès, dans le niveau compétitivité, qu'une Classica San Sebastian, par exemple, ou qu'un Grand Prix E3, de ce genre de classiques. C'est-à-dire des classiques qui ne sont pas des monuments, mais qui sont quand même très bien considérés. Ça a évidemment pas l'historique d'une Amstel ou d'un Gand-Wevelgem par exemple, mais par contre c'est très bien vu par les coureurs. Le parcours est intéressant, la date est super, le parcours peut un petit peu changer, mais on retrouve quand même des bases, donc on arrive à comparer d'année en année, donc même pour les historiens geeks du vélo comme nous sommes, c'est intéressant. Le public est Ouais, toujours présent parce le qu'il public fait une vraie différence, je trouve, sur le cette course. public est incroyable. Et comme j'ai dit, c'est un exemple de tout ce qu'il faut faire et de tout ce qu'il faudrait faire. Et effectivement, à ouvrir, il y aura un tout petit truc à rajouter sur le Canada. Si vous pouvez faire un triptyque, alors je sais qu'au niveau avion, tout ça, déplacement, mais bon, on n'est plus à ça près. Mais éventuellement, une petite classique en Colombie-Britannique à cette époque-là, vers Vancouver, on dirait pas non. Comme ça, on aurait les deux côtés du Canada. Aussi, je disais, enfin, une course intéressante, mais ça peut aussi être à Calgary ou en Alberta. Mais je veux dire, au moins avoir une course peut-être pour la partie anglophone du pays, parce qu'il y a quand même pas mal de champions qui viennent de cette zone anglophone. Au niveau World Tour, ça ferait un triptyque de classiques canadiennes, avec un week-end par exemple dans la partie ouest, puis après le week-end, la semaine, le week-end suivant, donc tu as dit mercredi, vendredi, Non, en mais ça peut fait, être je aussi me suis vendredi. planté, c'est vendredi, dimanche, je crois, Voilà, les vendredi, courses. dimanche. Mais tu peux très bien imaginer une course un samedi ou un dimanche côté côte ouest, et puis le week-end suivant à Québec ou l'inverse. Et là, ce serait vraiment le. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Disons que moi, félicitations. Gros, gros, gros bisous, gros câlin à nos amis québécois. Et ben, j'espère que ça continuera très longtemps parce que c'est une magnifique réussite. Et on se réjouit de voir toujours ces courses. Donc, rien de plus à dire, hein. C'est tout ce qu'il faut Mm. faire. Voilà, c'est parfait. Ouais, moi je trouve que ce parti pris de faire des classiques, finalement, qui ont tout de suite trouvé une réelle identité, c'est aussi ce qui fait que ça a fonctionné, parce que peut-être que s'ils avaient fait à nouveau une course par étape d'une semaine, en fait, bah, on a un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un pays qui veut faire sa course, elle va faire une course par étape d'une semaine. Et voilà. Et du coup, c'est ce qui fait une réelle différence sur ces classiques canadiennes. Et voilà, je pense qu'ils ont réussi aussi à faire ce qu'il fallait en termes d'organisation par rapport à l'UCI pour arriver direct dans le World Tour dès la création. Ça a garanti un très beau plateau de coureurs aussi d'entrée, parce que ça, c'est quand même ce qui fait aussi la force des courses. Et Le sportivement, numéro c'est un toujours mondial qui hyper vient, intéressant. le Bah oui. numéro un, le numéro un mondial qui vient et qui se défonce et Ouais. qui utilise ces courses-là et qui vient régulièrement pour préparer ces championnats du Mm. monde ou le Tour de Lombardie ou les trucs comme ça. Je veux dire, Pogacar, il y va pas en sifflotant un peu comme au Tour Ah UAE, parce bah qu'au vu. Tour AE, Ah oui, là. il est en Il est vacances, en tu vois. parade. Et Il est en parade. il Ouais, est bah en ce qu'il parade. fait à Montréal l'année dernière, Pogacar, oui, Ah oui, clairement. le mec il transpire, il est là, Ouais, il veut gagner, il est content, il célèbre avec le public, tu vois, voilà, c'est le numéro un mondial qui ouais, vient, je ça veux dire, c'est pas fait. Joe Trudeau, quoi. Et oui, Donc non, c'est super. ça fait vivre, et ça fait vibrer, et ça fait vivre une course, donc Et, effectivement. Tu sens qu'il est et content, tu sens que Poggy il est content de Hmm. venir rouler là. en plus, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a le développement du cyclisme féminin qui est en train de se faire aussi au Canada avec le Tour de Gatineau Mhm. qui fait son apparition. Donc c'est que le Canada, vraiment, au niveau stratégie, c'est parfait. Ouais, c'est Parfait. très bien, c'est 10 sur Ouais, 10. Il ouais, ouais. faudrait juste un petit peu plus développer
le circuit, je pense, junior et Sur les plus espoir. jeunes, ouais. Mais parce que par contre, alors, ce qui est particulier en fait avec les coureurs canadiens, c'est que entre guillemets, la grande majorité des coureurs canadiens ont couru ces dernières années dans l'équipe Israël Première Tech parce qu'il y avait ce partenariat entre Canada et la formation israélienne. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est fait, mais ça s'était fait. Il me semble que c'était une histoire de sponsor Première Tech, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Oui, et le puis petit le Canada problème, c'est le que Canada et Israël ont des liens ouais, historiques depuis très longtemps. C'est des pays qui ont beaucoup d'accords et qui ont beaucoup d'acquaintances à mm, l'international. Donc, c'est des facilités aussi, hein. c'est ça. Et c'est le petit problème avec les coureurs américains en fait en général, c'est que ils sont aussi obligés de s'exiler très rapidement. Mhm. Bah, manque de Parce course. que Ouais, ouais, et puis bah c'est un cercle un peu vicieux aussi, et hein. on peut même pas dire manque de formation parce que les formations américaines, il y Sont en a. excellentes. Il y a IF et alors Lidl Trek c'est particulier parce que là ils sont repassés sous licence allemande, mais bon Trek c'est américain. Donc Et voilà. Mm. il pourrait y Non, avoir ça un manque de recrutement formation de chez les ces jeunes, quoi. coureurs-là. Ouais, surtout que Lidl Trek est en train de faire une stratégie de recrutement chez les jeunes qui est complètement folle. Ils ont parmi les meilleurs espoirs juniors de la planète actuellement. Ouais, Donc, très intéressant, hein. Messieurs, je vous propose de finir notre tour du monde. Et on va traverser à nouveau un océan et pas le plus petit cette fois-ci puisque ça va être le Pacifique pour atterrir en Chine. Oui, on a l'habitude de retrouver maintenant fin octobre le tour du Guangxi. Mais si vous savez, c'est la dernière épreuve du calendrier World Personne Tour. ne regarde. Celle, C'est terrible. celle où on envoie des coureurs cramés et qui n'ont pas envie de refaire un déplacement en Asie pour aller chercher des points World Tour et sauver son équipe d'une éventuelle relégation. C'est terrible. Des épreuves que quasiment personne ne regarde. Les coureurs n'ont pas envie d'aller les faire. Et bah pour le coup, on parlait des épreuves World Tour dès leur création. C'est le cas hein, de cette course à étapes chinoise qui a été créée en 2017, qui est arrivée direct en World Tour. Et ben j'aimerais bien avoir votre avis du coup sur cette ultime épreuve du calendrier international. Et les classiques, avant de se passer la parole à Mathieu, et les classiques japonaises aussi, hein. Ne pas oui, oublier oui. aussi. Et Il y a une classique en point pro au Japon à la toute fin de saison. C'est oui, une des oui, dernières courses de mais l'année. qui existe Tour de Kyushu. depuis longtemps en plus. Il y Ouais, a, bah là, il y a la Japan Club, ça existe toujours. Japan Cup. ouais, c'est ça. Et Ouais. Il y puis a le bah, il y a Tour le of Tour de Japan au Kyushu mois de mai. aussi. Ouais. Au mois de mai, il y a le Tour of Japan qui est super fun. Ah ouais. Parce que les parcours veut rien dire. Ah, et puis bah, il y Les a mecs qui montent, le. Alors, ils- les mecs sur une- ils montent à la station, Hmm. ils montent à la station ah, je sais plus comment ça s'appelle, de la montagne. Mont Fuji. Et ils montent à la station du Mont Ah Fuji, oui. je trouve. Ouais, Ouais, c'est très délire. fun, c'est très Ok. drôle. Bah je l'avais pas noté celle-là, mais voilà. Il y Effectivement. a Mais le tour amateur au Vietnam aussi, qui est le grand tour entre guillemets le plus long du monde, où il y a je ne sais pas combien d'étapes. Il y en a 35 ou 36, mais enfin, c'est des étapes tout petites. C'est De une course de 50. survie en fait. C'est Ouais, c'est ça. une Genre, c'est course de irré- vélo. Les mecs, le but c'est d'arriver au bout de la course. non, mais c'est c'est n'importe quoi. Le tour de Thaïlande, c'est pareil. Il y last a je sais pas mine combien d'étapes. riding. Ah non, mais c'est Il y a un des truc de tours qui fou. durent Non, un mois. bah. Ouais, ouais, mais là-bas, ils ont. Je sais pas comment ils fonctionnent, mais bon, c'est fun. Alors, ce qui est particulier avec la Chine, c'est que il y a un lien d'âme entre la Chine et les lacs. C'est-à-dire que la moitié des courses se fait autour de lacs. Je pense à Poyang Lake, je pense à Taiyou Lake, je pense autour du Hainan, qui est autour de la province, mais qui, en général, il y a pas mal d'étapes autour des lacs de la Poyang province. Lake, ouais. Ouais, c'est. Non, alors la Chine, il y a énormément de courses par contre. Il y a beaucoup, beaucoup de courses. Parce que, hein, pour le coup, c'est à peu près eux qui tiennent la moitié de l'Asia Tour. Ça, je trouve, c'est un truc de fou, le nombre de courses par étape qu'il y a en Chine. Il y a un développement qui est à la fois, par contre, sur les hommes et les femmes, parce que chez les femmes, il y a deux épreuves World Tour. Il y a le tour de Guangxi déjà, évidemment, mais il y a le tour de Chongqing Island. Alors qu'en général, il y a absolument plus personne. C'est pareil que chez les hommes. On y envoie tous les jeunes des Conti, on y envoie tous les gars qui ont pas trop roulé de la saison, qui reviennent de blessures et qui ont pas trop la flemme d'aller à l'autre bout du monde, parce que c'est des courses qui globalement intéressent pas grand monde.
Parce qu'en général, on a déjà décroché, c'est après le Tour de Lombardie. Donc, pour Vacances, l'Européen quoi. classique, ouais, la saison est finie. Ah ouais. La saison est finie. Puis, pour le coup, par exemple, si je prends l'exemple de cette année, le Tour de Lombardie se fait exploser à nouveau par Pogacar. Bah, c'est bon, on n'en peut plus, quoi. C'est bon, la saison est finie. Et puis, comme la course est très tard dans l'année, elle est mi-octobre, bah, c'est aussi le retour du cyclocross. Donc petite concurrence. La Chine, le développement des coureurs, bah, que dire, je pense que à peu près comme dans la plupart des autres Zéro. sports où ils ont essayé de se développer, c'est zéro. Je pense au football notamment, où la Super League chinoise a subi un effondrement aussi rapide que sa montée. Alors le vélo, c'est bien, et je pense que la Chine a une typologie de paysage et une géographie qui se prête à des courses très intéressantes, tout Ah comme le oui, Japon. ah oui. L'année dernière, je m'étais amusé en toute fin de saison à regarder le Tour de Kyushu, où Emilien Janière Ah, avait brillé. c'est toi qui l'as regardé. Avec... C'est Ouais, lui! tout à fait. Ah, c'est toi. J'étais le seul spectateur. Mais non, non, mais c'est sympa à regarder parce que alors le public est fun quand il y en a. En tout cas, les parcours sont très fun, vraiment. Ah bah, c'est des Asiatiques, hein, ils aiment bien, hein, ça, C'est un peu n'importe quoi. Et puis là, le truc où moi, par contre, ça, j'aime bien, c'est que moi qui est adepte des jeunes coureurs, de découvrir un peu les petits pépites qui vont péter, entre guillemets, j'avoue que le Tour de Guangxi, il est super sympa pour ça. Et j'ai un exemple en tête, c'est le cas de Stephen de Scheutener, où l'année dernière, avec Simon, on avait de la rédac, donc on avait réfléchi au Néo-Pro qui allait exploser ou se révéler cette année. Et dans la liste que finalement j'ai publiée, j'avais quasi instantanément parlé Stephen de Scheutener. Et il avait directement remporté une victoire sur le Tour de Guangxi. Donc non, c'est sympa pour révéler les coureurs, mais en termes d'écologie, bah, encore une fois, c'est zéro, parce que la Chine, c'est une vaste blague. Je pense que Nico, tu pourras très bien confirmer. En termes de géopolitique, sans commentaire. En développement et rayonnement du pays dans le cyclisme, zéro. Et pourtant, bah, il y en a des équipes chinoises, hein. C'est un truc de dingue. Et ils arrivent à des fois signer des coureurs, hein. Je pense à Simon Pello, ancien de la Tudor, il me semble qu'il est dans une Et équipe chinoise, oui, Eh et il oui. est là, mon Simon. par Alors, exemple. Donc non mais c'est fun, c'est fun. Moi ça me plaît, mais il y a personne qui regarde parce que c'est le fin de saison et que tout le monde s'en fout. C'est ça le problème. euh, ouais, moi j'ai un petit biais parce que c'est des pays que j'aime beaucoup, les pays de l'Est asiatique, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Chinois, bref, ils sont hyper fun. D'ailleurs, il y a une course qui va être, je crois que c'est une première fois qu'ils la font cette année, ou alors avant c'était vraiment une course amateur, mais elle est au mois d'août pour ceux qui aiment les paysages spectaculaires. Il y a la Transhimalaya, la Transhimalaya Cycling Race. Ah, j'ai Pour ceux qui entendu veulent, parler de cette course, ouais. c'est du 21 août au 25 août. Bon, bah alors déjà, Transhimalaya, donc déjà, tu pars de l'étape, tu es déjà à 2000. Tu, tu passes, tu es à 4-5 000, et puis après, tu redescends à 2000. Je veux dire, au niveau du CO2X, on va être bien. Là, je pense que ça va être pas mal. Envoyer Nairo Quintana. C'est vrai, on est parti là, envoyer tous les Colombiens, et ils vont s'éclater là. C'est-à-dire que bon, le camp de base est à 1500, à 1500, tu vois, c'est le point le plus bas de l'étape, c'est 1500 mètres, donc c'est super. C'est de la Les plaine. arrivées, les arrivées sont à 3000, non, non, je pense qu'on est super. Non, ça peut être fun, justement. Je pense que si t'es coureur colombien ou équatorien, là, je pense que tu t'éclates. Mis à part ça, il y a un point assez intéressant. Je vais pas te dire, l'émission est déjà assez longue, donc je vais pas la rajouter par rapport à ce qu'a dit Mathieu, mais il y a un point très intéressant, c'est que pour le coup, eux, c'est des pays de vélo, mais pas des de pays de vélo en mode compétition comme on le fait. On dit il y a plein d'équipes, etc. Bah oui, c'est normal parce que les gars sont des milliards, donc forcément, il y a des vélos, il y a des moyens, mais par contre, pour endiguer, il faut savoir que c'est des pays avec leur développement assez impressionnant. On a parlé de l'État développeur sud-asiatique. Pour le coup, eux, ce sont des vrais États-nations structurés avec un impérialiste, on va dire, plus sur des questions culturelles et économiques, mais pas forcément sur des questions militaires, comme on a pu en parler avant. Ils sont moins tendus à ce niveau-là. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis juste qu'ils ont un État qui est vraiment un développement qui est auto-centré, hein. C'est des pays
qui aiment bien protéger leur culture, une certaine forme pas de racisme, mais de xénophobie, on va dire, de point de vue là. Donc on s'intéresse d'abord à nous, puis après aux autres. Et c'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup avec leur développement de la voiture, ils sont lancés maintenant à fond dans la voiture électrique, avec le succès qu'on connaît, ou les déboires qu'on connaît, hein, chacun jugera. Mais si on parle de vélo, c'est vrai qu'au niveau de la population, ils ont un besoin vraiment, avec leur population très nombreuse et leur ville très dense, de développer la mobilité douce, et notamment le vélo. Et c'est une discipline, on va dire, au niveau amateur et au niveau de la population tous les jours qui fonctionne assez bien. L'effort cycliste, on va dire, pour se déplacer, aller au travail, faire des balades, des randos, des choses comme ça, ils aiment bien. Au Japon, c'est quelque chose qui est assez développé également. Alors pas dans le centre de Tokyo, mais vous voyez, si on parle un peu du Japon un peu rural, ils aiment bien la mobilité douce, ils aiment bien le train, ils aiment bien le vélo. Après, c'est vrai que pour eux, le cyclisme de compétition, c'est le sport Z, hein, on va pas se mentir. Au niveau de la population, il y a des sports beaucoup plus importants. Le baseball, pour les Japonais, la gymnastique, le ping-pong, enfin le tennis de table, même le tennis tout court. Enfin, il y a beaucoup, 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 quasiment l'entièreté des sports qui sont avant le cyclisme professionnel. C'est vrai que déjà que c'est des pays qui sont déjà hyper compétitifs au niveau de leur population. Voilà, il faut faire des études, il faut être bon, il faut être dans le meilleur dans leur domaine. Tu vois, ils ont une espèce de pression encore du noyau familial qui fait que tu dois être bon. Si tu es un gamin d'une cellule, d'une famille populaire ou une famille de la classe moyenne chinoise et que tu fais mon objectif dans la vie, c'est d'être cycliste pro avec aucune garantie que ça fonctionne, je pense pas que ce soit bien accepté, vous voyez, au niveau de la cellule familiale. Donc, c'est clair que là, alors, moi je suis pas devin, mais au niveau des champions, on avait eu notre ami Yuri Hashiro, là, Arashiro. Arashiro, voilà, Ouais. j'arrive pas à le Kira prononcer, Shiro, ouais. excuse-moi. Yuri Arashiro, notre ami chez Bouygues Télécom à l'époque, qui était sympathique, mais c'est un peu un des seuls. Donc c'est vrai que par rapport à la taille de leur population, à leur pratique du vélo, et au fait que là, pour le coup, ils ont développé tellement qu'ils ont des infrastructures nickel, ils ont des vélos de très bonne qualité, ils ont des routes de très bonne qualité, hein, des infrastructures neuves. C'est des pays qui sont vraiment, vraiment bien développés maintenant, à part peut-être dans les régions les plus reculées, mais je parle dans les régions les plus développés, notamment sur la côte est chinoise, et puis évidemment en Corée du Sud et au Japon, ils ont vraiment les moyens de rouler. T'es gamin, tu veux faire du vélo dans ces pays asiatiques, je veux dire, tu as les moyens de le faire. Ils ont le niveau de vie également, en tout cas au niveau de la classe moyenne et des classes les plus aisées pour acheter des vélos tout à fait de très très bonne qualité. Il n'y a pas de soucis, surtout que la plupart, ils les fabriquent également, hein, on va pas se mentir. Ils les fabriquent aussi. Donc, de ce point de vue-là, j'espère avoir un développement de champions et de grosses courses en Asie. Après, c'est clair qu'il y a un petit engouement parce que c'est toujours sympa, parce que c'est des populations qui sont adorables. Donc, en général, il y a un côté très sympa, très bizarre à aller faire des courses là-bas. Après, il faut simplement dire que c'est pas leur truc. Le cyclisme professionnel, ils voient ça, je pense qu'ils voient ça plutôt. Je pense que les gars, ils doivent se regarder, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ces blancs qui s'éclatent, qui se foutent dans la merde tout seuls, qui font 200 km en se tirant la bourre, etc. Je pense qu'il doit y avoir un côté un peu attraction pour eux en disant, mais c'est très spécial ce qu'ils font à l'autre bout de la planète et on est content de leur organiser une course, mais il y a un peu le côté curiosité. Mais je pense pas que ce soit une méga prio chez eux et donc voilà. Ça pourrait changer. Ça pourrait changer parce que on peut parler du cas Astana. Que cet hiver, a changé de nom et est devenu XDS Astana. XDS, c'est qui? C'est une marque de cycle chinoise. Et le fait que la Chine s'investisse en changeant de stratégie dans une équipe qui littéralement essaye de sauver sa peau en World Tour. Et le pire, c'est que c'est bien parti vu le début de saison de malade qui est en train de faire la formation kazakh. La stratégie chinoise elle est complètement en train de changer et ça peut être intéressant à suivre. Le fait qu'XDS, donc une marque chinoise, s'investisse au niveau World Tour. Alors avoir World Tour, Pro Tour, enfin Conti Pro, on verra selon la lutte pour le maintien qui est sacrément bordélique. Et puis bah, le matériel a l'air d'être pas mal, hein. Quand on voit Astana comment il Ah performe oui. sur le vélo XDS depuis le début de saison, je pense que c'est pas qu'une histoire de recrutement, de mercato et de coureurs. C'est que ça a l'air vraiment pas mal. Et puis encore une fois, c'est une histoire d'alliance internationale, hein. XDS, c'est une marque qui est chinoise, mais qui est aussi grandement basée en Australie. Et c'est sûr que quand on est basé aussi en Australie, ça aide à bien bosser
Donc, Et est-ce que quelle est la première population, quelle est la première communauté étrangère présente sur le territoire australien? Je vous le donne en et- mille, les Chinois. ouais, sans oublier la Corée du Sud, hein, qui est très très présente en Australie. Mais ouais, en général, l'Extrême-Orient. Donc, ça pourrait changer dans les années à venir. D'ailleurs, En tout cas, il y a un coureur chinois qui est tout à arrivé chez fait. Astana J'allais en cette parler. année, effectivement. Et Le au-dessous, pauvre Gleb Syriza, Voilà, le et pauvre Gleb au-dessous, Syriza qui s'est fait jeter on de la mettre formation Ao Astana. Yu-Su. C'est ça. ouais, Euh, qui est sur l'UAE Tour actuellement. donc on verra. Voilà. Après, anecdotiquement, on peut parler que il y a eu les championnats continentaux d'Asie au début de saison et que c'est un coureur chinois qui les a remportés. Donc, Devant quelques coureurs qu'on connaît, hein, je pense à Anton Kuzmin, à Yukira Ashio, mais aussi le Mongol, il me semble, on dit comme ça, le gentillet, Djambanian Senbayar, coureur qui a signé l'année dernière chez la Burgos. Donc, voilà, c'est que- Adrien. Et ben voilà, on a. Ok, donc on note à surveiller dans les années à venir, pourquoi pas, des coureurs chinois qui pourraient éventuellement percer, et notamment sur le maillot d'Astana. Et bah, messieurs, merci, je crois on peut boucler notre tour du monde, retourner dans notre vieille Europe chargée de monuments et de grands tours après avoir passé un petit peu toutes ces courses, toutes ces régions en revue. Merci beaucoup pour vos avis et puis pour tout ce que vous avez pu apporter à l'émission d'aujourd'hui. C'était vraiment hyper riche, donc on a fait... forcément, on a fait un tour du monde, donc ça a duré 2 heures. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, si vous écoutez jusque-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, ça nous semblait intéressant dans cette émission de contre-attaque, de prendre le temps d'avoir un petit peu de recul sur les courses qui peuvent se dérouler aux quatre coins du monde en termes de cyclisme, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là sur Radio Fringale, et voilà, d'essayer de réfléchir un petit peu aussi à ce qui se passe quand Et n'hésitez les pas à nous dire pelotons roulent. Oui. Oui, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, avant que tu termines, Adrien, n'hésitez pas à nous dire en commentaire où est-ce que vous voudriez, si vous aviez une course ailleurs qu'en Europe occidentale, une course que vous aimeriez voir ajoutée au calendrier World Tour, donc voilà, une course majeure, n'hésitez pas à nous dire laquelle ce serait. Si on dit on a un spot pour ajouter laquelle ce serait selon vous, laquelle vous aimeriez voir en dehors de l'Europe occidentale où on est déjà bien gâté en termes de course. Très bonne idée. Vous pouvez même nous donner une période de l'année aussi où ça s'y prêterait le mieux. Merci Matt, merci Nico, merci beaucoup à tous les deux. Bonne récup d'émission, et puis à toutes et tous surtout pensez à bien vous alimenter, que vous alliez courir au Moyen-Orient, en Colombie, en Australie ou au Canada. La fringalguette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Allez, salut tout le monde.